Allez les loulous, c'est l'heure, on enregistre. Ah non, mais je suis vraiment pas Podcast. Bon, vas-y, j'ai encore trop de cartes à sliver là. Podcast, Célia, Marion. Non, il y a encore une réception à faire. Siegfried, t'es prêt? J'ai quelques coquilles à corriger, j'arrive. Fabien, t'es où? On enregistre. Célia, allez vas-y, lâche ton téléphone, on y va. Bah, j'ai presque fini de l'éclater, j'arrive. Wow, on se calme. Non mais on arrête là, c'est complètement décousu. On se concentre, on y va. Loudoum. Et ça y est, l'hiver est là. Ici, à Bordeaux, on enchaîne notre 35e journée de pluie consécutive et on attend déjà impatiemment le printemps. Dans le reste de la France, commencent, ceux qui le peuvent, à planifier leurs vacances au ski. Les joueurs assidus et les professionnels, eux, préparent leur futur voyage à Cannes. Et chez Loudoum, on ne manquera pas à l'appel. Pas de remontée de mécanique et de vin chaud pour nous, ce sera tapis rouge et bière fraîche. Une parenthèse ensoleillée aux faux airs de colonies de vacances dans notre hiver maussade. Autour d'une question bien habituelle, mais qui va donc gagner l'As d'or ? Entre pronostics, débats et théories du complot, pas une année ne se passe sans son lot d'échanges enflammés sur le sujet. Les nominations pour les différentes catégories ont eu lieu ce mardi, et les discussions commencent déjà pour savoir qui de ces 12 jeux seront demain sur le devant de la scène ludique. Parce que oui, l'As d'or est devenu une sorte de sésame. Un logo sur une boîte, et hop, les ventes décollent, les étagères se vident, et le jeu passe instantanément du statut de petite nouveauté sympa à valeur sûre, que même ma tante pourrait offrir sans se tromper. Sur le papier, c'est plutôt cool. L'As d'or est censé récompenser les meilleurs jeux de l'année. Mettre en avant le jeu de société, lui offrir encore plus de visibilité, bref, faire du bien à notre passion. Mais, parce qu'évidemment, il y a un mais, quand on est joueur un peu plus initié, qu'on a déjà poncé les 3/4 des sorties de l'année, et qu'on aime les mécaniques bien huilées ou les propositions plus audacieuses, le palmarès laisse parfois un peu perplexe. Pas forcément parce que les jeux sont mauvais, souvent ils sont même très bons, mais parce que certains ont l'impression que l'As d'or ne récompense pas toujours le jeu qui les a fait vibrer, eux. Mais plutôt le jeu qui rassemble ou qui rassure, et qui explique bien ce qu'est le jeu de société moderne. Le tout sans vraiment trop prendre de risques. Et du coup, nous, on se pose la question. Est-ce que l'As d'or récompense la créativité ou la capacité à plaire au plus grand nombre ? Est-ce un prix de joueur ou un prix pour donner envie de le devenir ? Mais surtout, que l'on soit un novice, une famille, une boutique, un éditeur, ou comme nous, ou certains d'entre nous, des joueurs et des joueuses aguerris, parfois un peu obsessionnels, avouons-le, est-ce qu'on lit tous les As d'or de la même manière ? Donc, dans cet épisode, on va en parler, sans mépris, sans posture élitiste, sans langue de bois non plus. Parce qu'un prix, et ce prix en l'occurrence, n'est jamais neutre. C'est une mise en lumière assumée, un choix. Le choix d'une vision du jeu que le jury a voulu nous partager à cet instant précis. Nous, on aime les jeux qui marchent, mais surtout ceux qui font parler, douter ou débattre. Ceux qu'on dissèque, qu'on décortique, ceux qu'on adore, aveuglément. Ceux qu'on aime, parfois maladroitement, mais toujours sincèrement. Alors aujourd'hui, suite à l'annonce de ces nominations, on va parler de l'As d'or, de son impact sur le marché, de son impact sur les joueurs, de ce qu'il dit, peut-être malgré lui, de la façon dont le jeu de société grandit. Bref, on va faire ce qu'on sait faire de mieux, parler de jeu, sans costume, sans strass, ni paillettes, et avec les fils qui dépassent. Bienvenue dans Décousu. Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir Enrique Siegfried, et il se fait un peu plus rare, mais il est là aujourd'hui, Fabien. Bonjour à tous. Salut Vincent. Ça va ? Bah écoute, ça va. Bon, très bien. Et toi Moi, ça va plutôt pas mal. On a fait notre premier live hier. Du coup, on a introduit un nouveau format qui s'appelait Sur un plateau, à l'initiative d'Enrique. Et écoute, c'était plutôt bien. On était très ravis de la participation des gens et de ce qu'il y avait. Ça a commencé doucement, mais... Ouais, pour une première. Ouais, chouette expérience, Enrique, non ? Moi, grave. Franchement, c'était trop bien. Et puis, vous le voyez, hein, avec mon téléphone, j'avais les petits commentaires qui venaient en même temps. C'était rigolo. Alors, c'est un exercice, hein, parce qu'au final, regarder ce qui se passe sur le chat, suivre une sorte de conducteur aussi en même temps et gérer tout ça à la fois, c'est une gymnastique. Mais c'est un truc qu'on va apprendre. Hein. De toute façon, on apprend avec vous. C'est ça qui est cool. Ouais. Donc du coup, hier, on a fait ce live pour suivre l'annonce en direct de la conférence de presse du comité As d'or sur leur nomination. Je vous propose qu'on revienne rapidement sur la liste de ces nominations, catégorie par catégorie. Enrique, je te laisse commencer avec les jeux enfants. Oui, donc pour revenir sur la sélection enfant de l'As d'or, on avait donc 3 nommés. Comme dans chaque catégorie, on commence par Arkeo, donc, qui est un jeu à partir de 5 ans, édité par Gigamic. Arkeo est un jeu de Thomas Favrelière, Adrien Pedron, illustré par Maya Zeidan. C'est un coopératif, un jeu dans lequel on va essayer de retrouver
des ossements de dinosaures et de reconstituer en fait des puzzles, des squelettes complets, essayer d'avoir le plus de points possible ensemble. Et le twist, c'est qu'on va creuser directement dans la boîte à l'aide d'une pelle ventouse brevetée par Gigamic, une invention assez sympathique et assez agréable à manipuler et très ludique. Évidemment, on aura aussi des ressources parce que chacune de nos pelles est comme une sorte de point de vie et si on tombe sur un caillou, paf, la pelle se casse et il va falloir gérer ça. C'est très amusant, c'est très fun et il a été dans beaucoup de pronostics. Pour Archéo, ça me fait penser, on est allé chez Gigamic avec Vincent et Marion et ils nous ont raconté le processus de création de la petite pelle à ventouse et ils nous disaient qu'ils ont eu des propositions d'usines qui étaient il y a des choses qui n'avaient aucun sens, qu'ils ont reçu certaines, ça ressemblait à des débouches toilettes qui étaient non là ça ressemble à une vraie pelle avec un système d'appel d'air qui permet d'appel d'air qui permet de lâcher la tuile. Enfin, c'est très bien pensé, il était dans beaucoup de pronostics, le jeu fonctionne très bien. Vous vous rappelez de où est-ce qu'on l'a testé la première fois? Oui. Pas du tout. Moi, je me rappelle. Dans un bar à jeux qui s'appelle Le Beau Jeu. Voilà. On enchaîne avec l'île des Mookies. Ah mais j'étais pas là, moi c'est le soir où je voulais jouer à aucun jeu, je crois. Ah, t'étais pas là ce soir? T'étais là, mais tu jouais au bar. Ouais, c'est ça. Okay. L'île des Mookies, donc c'est le deuxième nommé de cette sélection. Scorpion masqué, Florian Sirex est magnifiquement illustré par Sepio, un des grands favoris. Un jeu à partir de 4 ans en duel. Et un des rares jeux pour enfants en duel en fait, et surtout compétitif. Un jeu de draft, on va dire, dans lequel on va à tour piocher pour essayer de se faire une petite collection de Pokémon. Enfin, ce qui ressemble à des Pokémon, mais c'est évidemment pas la licence Pokémon. C'est peut-être même encore plus joli que Pokémon finalement. Et un jeu de collection, donc ça coûte un peu moins cher. Voilà. Il va falloir être majoritaire dans différentes familles de Mookies. Et le jeu fonctionne très bien, il est pur, et il est super bien édité. On va gagner des petites médailles à la fin de la partie. T'es sûr d'avoir des brillantes dans la boîte, pour le coup? Ah oui, pour le coup, sans avoir à acheter tout un tas de boîtes. Non, il y aura une créature légendaire par famille. Et évidemment, vous voulez attraper la créature légendaire puisqu'elle rapporte plus de points. C'est le deuxième nommé de cette sélection. Et enfin, on a la Valse des fantômes, un jeu coopératif lui aussi à partir de 5 ans, un Dreimager et Schmidt coédité. Wolfgang Lehmann et Wolfgang Dirscherf sont deux Wolfgang et les deux auteurs de ce jeu, et qui est illustré par Rolf Vogt, qui a l'habitude en général d'illustrer toute cette gamme de jeux-là. C'est la même DA que l'Escalier hanté, tous ces jeux-là. Château Badabou. Que moi j'aime bien cette DA d'ailleurs, je la trouve vraiment cool. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez jouer des sorciers, vous allez vous infiltrer comme ça dans un manoir et pour essayer de récupérer des trésors et tout un tas d'objets. Surtout réussir à vous enfuir avec. Le problème, c'est que le manoir il est rempli de fantômes, et là il y a un système assez innovant, comme a l'habitude de le faire l'éditeur, un système en fait de plateau magnétique qui va pouvoir être tourné à l'aide d'une molette et qui va faire en fait se déplacer les fantômes sur le plateau de jeu. Et ces fantômes, si c'est vous un peu le frère spirituel de Labyrinthe Magique, quoi. Ouais, il y a un truc, il y a un côté magique dans l'édition. Et voilà, et à chaque fois que vous allez vous déplacer, que vous allez percuter un fantôme, bam, ça déclenche un effet. C'est assez ludique. Moi, je l'ai jamais testé avec ma fille. Je sais pas si on en a une boîte qui traîne ici, mais du coup, j'aimerais bien. Je ne crois pas. Trouver l'occasion de le tester parce que ça a l'air. Chouette. Merci pour cette présentation rapide d'Enrique. On reviendra un peu plus en détail sur tous ces jeux et sur ce qu'on en pense après. Fabien, si tu peux nous parler de la sélection initiée. Ouais, donc du coup, pour commencer, la surprise, globalement, de cette sélection, c'est First Rat, que personne n'attendait, qui est édité par Pegasus Pil. Ça avait été une surprise pour nous aussi, parce qu'on l'a mis en box, alors je dis peut-être n'importe quoi en date, mais je dirais au printemps de l'année dernière. Ouais, c'est ça. En fait, on va pas le cacher, le visuel, le graphisme de la boîte donne pas forcément envie. C'est pas le jeu sur lequel on va se tourner en premier, mais on avait quand même sauté le pas. Ouais. Et on avait eu au final, nous aussi, un gros coup de cœur. Et on était d'ailleurs transparent dans l'article de présentation du jeu dans la box. On parlait bien des questions qu'on se posait sur le graphisme. Mais en dehors du coup de ces choix artistiques, on va dire allemand. C'est un très bon jeu, très, très fluide mécaniquement et en plus très fun. On incarne une famille de rats, chaque joueur incarne une famille de rats, des ratonautes, qui vont construire une fusée pour être les premiers à aller atteindre la lune fromage.
forcément, etc. Le principe du jeu, c'est qu'on va déplacer nos rats sur un plateau pour récupérer des ressources qui vont nous permettre de construire la fusée, etc. Et on va aussi récupérer des bonus qui vont améliorer globalement ce qui se passe quand on fait nos déplacements, pour faire très, très rapide. Ça donne un côté un peu engine building dans le jeu qui est très sympathique et qui se mélange en fait à, pour moi, une espèce de die and retry, parce un que roguelite, quoi. on a certaines actions qui vont faire revenir nos rats au début du plateau, mais qui vont profiter des bonus qu'on a gagnés au fur et à mesure. Donc, c'est pas un vrai die and retry, mais il y a cette expérience de jeu qu'on On retrouve. retrouve ça Rades. Oui. Ou un die and ratry. C'est mieux. Merci. Donc voilà, très belle surprise. Ok. Ensuite, pour le coup, celui-là, beaucoup de monde l'attendait. Il est là, c'est Tech Time de Libellule. Oui. Donc c'est un jeu, un coop de déduction à communication limitée. Le principe, c'est qu'on va poser des cartes en respectant des contraintes, d'une horloge. On pose des cartes qui sont numérotées de 1 à 12. C'est un jeu évolutif où il y a 40 horloges et 10 enveloppes à ouvrir. Ouais. Chaque enveloppe va apporter un twist. Voilà, on a des contraintes comme dans beaucoup de jeux qu'on peut connaître. Moi, c'est un jeu que j'ai pas mal apprécié, mais j'avoue que je suis un grand fan de Bomb Buster. Je le trouve moins bien que Bomb Buster. Tu nous spoil un peu les questions qu'on va avoir après. Ah, pardon. Non, mais je comprends l'envie de s'exprimer sur le sujet. On passe juste sur la sélection globale et on reviendra après. Oui, bien sûr. Je comptais pas en débattre, mais moi je te connais. Non, mais du coup, là, ça me permettait de parler de ses grands avantages, c'est qu'en fait, contrairement à Bomb Buster, c'est un jeu qui est très rapide à mettre en place, très rapide à expliquer, et du coup, c'est, je pense, ce qui explique pourquoi il a été nommé. Et c'est un très bon jeu. Et en dernier, Zenith, lui c'est un peu mon petit chouchou, donc édité par Playpunk. C'est un jeu de tir à la corde dans lequel on va essayer de ramener vers nous 5 planètes. Pour ce faire, on va poser des cartes qui vont activer des effets dans 3 zones différentes. Et puis voilà, il va ensuite se placer plein de choses. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est super, très addictif. On pourrait lui reprocher des graphismes un peu froids, mais moi, je trouve qu'au final, ils servent à la fluidité du jeu. Pour information. Et voilà. Ok. Merci Fabien. Siegfried, je te laisse continuer avec les 3 nominés experts. Oui. Sachant que pour l'initier, on avait mis les 3 jeux en box, ce qui est quand même une c'est plutôt belle réussite. En expert, donc les jeux Merci de rappeler notre professionnalisme et notre efficacité. Jetons-nous des fleurs. Absolument. Il faudrait pu lancer des applaudissements, Flo, en régie. Pour Farstrat, on a eu l'œil quand même, donc ça fait toujours C'est vrai que plaisir. pour Farstrat, on a eu le nez creux, en effet. Pour la sélection experte, moi je n'ai joué qu'à l'un des 3 jeux qui est Arx, un jeu de Cole Verley et Calferine, donc qui est encore attribué à Leader Games, mais en fait on sait confère notre podcast de la semaine dernière qu'il passe chez Burn Giant Games, qui est un mélange original de jeu de pli et de jeu de conquête, qui mélange à la fois interaction très directe et interaction indirecte, donc c'est un jeu qui est très surprenant, qui est extrêmement simple dans son principe, parce qu'encore une fois, le système d'action se base sur un fonctionnement de jeu de pli, et on est limité à quelques cartes en main à peine. Et malgré ça, il y a une vraie profondeur et ça devient très vite extrêmement cérébral parce qu'il faut anticiper pratiquement, dès qu'on a notre main de cartes, tout ce que les autres vont faire et tout ce qu'on va pouvoir faire pour développer notre faction et conquérir de nouvelles cartes, conquérir des prisonniers. Même les objectifs varient de manche en manche, sachant que ce sont les joueuses qui vont définir ces objectifs-là à chaque manche. Donc il y a vraiment une tension qui est permanente. Et voilà, je pense que cette fraîcheur mélangée avec l'originalité du principe et surtout cette approche originale quand même de l'interaction a séduit le public, comme ça nous a séduit, puisqu'on l'avait mis en box. Ensuite, on avait Ants, Fourmi, de Renato Ciervo et Andrea Robbiano pour Crano, et localisé par Intrafin. Un jeu de placement, de tableau, d'expansion de fourmilières et développement de colonies de fourmis, qui n'a rien à voir avec Miam. Tout le monde le compare, alors que uniquement pour le thème, mais la mécanique n'a vraiment rien à voir. Ça peut paraître plus classique au premier abord parce que quand on le voit, on voit surtout énormément de jetons, énormément de plateaux, un peu dans tous les sens. En fait, c'est bourré de petites mécaniques fines, un peu dans tous les sens. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui lui reprochaient notamment qui le comparaient à Rats of Windstar parce que c'est le même duo d'illustratrices qui le fait, en fait, sont un peu passés parfois à côté de la différence mécanique complète de ce jeu et surtout de ce qu'il apporte de vraiment frais à chaque petite mécanique qu'il appréhende, ce qui en fait un favori. D'ailleurs, on en reparle très vite.
Ouais, Et- qui était sorti en toute fin d'année, hein, Fourmi, si je dis pas de bêtises, ça tout doit à être fin fait. novembre. Qui fait qu'il est encore passé globalement sous les radars, mais je pense Ouais. que là, c'est un coup de Ouais, projecteur nous, on qui était va en train de, on qui était va en bien train de l'aider. Ouais. boucler la sélection de la box de Noël. Et on avait beaucoup d'activités métiers pour jouer à des jeux de ce calibre-là pendant les fêtes de fin d'année, donc on n'y a pas encore joué, donc on n'en parlera pas trop en détail sur les mécaniques, enfin, en tout cas on n'en donnera pas notre avis en détail sur le sujet. Pardon. Et le dernier jeu, c'est donc Civolution de Stefan Feld, illustré par Dennis Lowhausen, édité par Deep Print Games et Grail Games, qui est le jeu de très loin le plus complexe de la compétition. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ne l'avait pas forcément mis même dans nos pronostics, et beaucoup ne l'avaient pas mis dans le pronostic, préférant peut-être Edora du même auteur, parce qu'on est vraiment dans un jeu extrêmement touffu, où on incarne des divinités créatrices, mais étudiantes, qui rivalisent dans une espèce d'académie des dieux, pour créer la meilleure civilisation, avec une vraie notion de bac à sable, extrêmement modulable, extrêmement rejouable, avec énormément... Enfin, c'est vraiment la définition du jeu touffu, et où aucune partie ne ressemble à une autre par excellence, ce qui a enthousiasmé beaucoup de chroniqueuses qui s'y sont lancées, mais ce qui a pu aussi en refroidir beaucoup, surtout donner l'impression d'un foisonnement qui pouvait ne pas se prêter forcément à un prix, et donc c'est assez chouette aussi que cette espèce de générosité complète, et bon, générosité, c'est un mot qui est souvent un peu galvaudé dans le monde du jeu de société, mais là, pour le coup, ça définit très bien ce jeu. Assez étonnamment d'ailleurs, hein, pour Stefan Feld, qui est quand même plutôt habitué à des mécaniques un peu plus cadré. Là, il y avait le plaisir de proposer un foisonnement bac à sable dans un jeu expert de civilisation auquel le public était sensible et bon, qui semble très prometteur et que j'ai hâte aussi de tester. Et pour finir, les 3 sélectionnés dans la catégorie reine, donc du coup de jeu de l'année, on avait Flip 7. Est-ce encore la peine de présenter Flip 7 ? Bon, je ne crois pas, mais donc très rapidement, un jeu de stop ou encore, avec un design un peu casino, sans vraiment limite de joueurs. Donc on pouvait cumuler les boîtes pour jouer jusqu'à X joueurs. Plutôt sympathique, avec une grosse tablée, un jeu qui a cartonné, qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires depuis sa sortie. Voilà, gros succès. Je rentre pas en détail sur la mécanique. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce jeu. Ensuite, on avait Rebirth, donc pareil, un jeu fraîchement sorti, qui est sorti en toute fin d'année chez Lucky Duck, qu'on a mis d'ailleurs dans notre dernière box et qui était à la une de notre dernier Ludum Mag. Un des gros coups de cœur de l'équipe, hein. Je pense qu'on y avait joué il y a bien longtemps déjà, quasiment au début de l'année 2025, je dirais, voire même avant, voire même fin 2024, parce qu'un éditeur nous avait passé une VO pour qu'on donne notre avis dessus, avant même qu'il soit signé et localisé en France. Un jeu qu'on avait immédiatement adoré, un jeu de Rainer Knizia et qui sort un peu des sentiers battus de ce que fait Rainer Knizia d'habitude. Alors, il a fait des jeux de ce calibre-là, mais on le connaît surtout pour des petits jeux de cartes et des jeux de stop ou encore. Et là, pour le coup, il nous propose un jeu de conquête de territoire et de développement et d'expansion super intéressant et super dynamique, où on vient piocher une tuile dans un lot secret et on vient la positionner stratégiquement sur une carte, soit de l'Écosse, soit de l'Irlande. 2 phases de jeu pour 2 expériences un peu différentes. L'Écosse un peu plus familiale et l'Irlande un peu plus gamer, avec une gestion des objectifs de fin de course un peu spécifique. On en parle à moult endroits, donc je vous laisserai aller vous référer à ce qu'on a pu produire ailleurs si vous voulez plus d'informations sur le jeu. En tout cas, nous, c'était un jeu qu'on avait adoré. Voilà, donc... Et le dernier, Toy Battle, c'est pareil, on vous en a parlé 1 milliard de fois. Il est dans toutes nos vidéos, dans toutes nos sélections, etc. Et on n'est pas le seul à l'avoir fait. Un jeu qu'on n'a pas mis en box, mais qu'on aurait adoré mettre en box, mais au moment de sa sortie, il est sorti quasiment... Il était en rupture, je crois, le jour de sa sortie. Et c'est pas qu'on voulait pas. C'est pas qu'on voulait pas. On l'aurait clairement mis en box. Il avait toute sa place dans la sélection duo. On l'a pas mis pour un des plus grands jeux de duel de l'année, je pense. Mais mon avis personnel, je le donnerai un peu plus tard. Un jeu de Paolo Mori et de Alessandro Zucchini qui est sorti chez Repoprod, si je dis pas de bêtises. Ouais, un jeu qui a surpris tout le monde par la générosité de sa proposition, quoi. Plein de plateaux, enfin 8 plateaux différents, et surtout une accessibilité assez hors pair, hein. On retrouve un peu de l'ADN de Clash Royale, mais dans un jeu de plateau. Graphiquement, ça donne envie d'y aller. C'est extrêmement convivial, on va dire. Enfin, c'est pas ça l'adjectif que je cherchais, mais bon, c'est assez facile de tomber dedans et c'est plein de codes de la culture. De la culture actuelle. J'ai cru lire que ça ne remportait pas l'adhésion forcément de tout le monde. En tout cas, moi, je sais que c'est un des jeux qui a beaucoup convaincu à tous les novices à qui j'ai pu présenter des jeux cette année. On l'a fait jouer beaucoup en festival. Et on l'a beaucoup fait jouer en soirée, festival. et c'est vrai, oui, je me rappelle, on a fait un festival sur les bords de la Garonne avec Enrique l'an dernier. On venait de l'avoir, de mémoire. Ouais, c'est ça. Il venait tout juste de sortir, il était en rupture partout. Ouais. Et on a quasiment fait jouer qu'à ce jeu-là. Tout le monde voulait jouer à Toy Battle et les gens qui s'asseyaient à la table ne s'arrêtaient pas d'y jouer, quoi. Il est calibré pour le grand public. Je pense. Oui. Ah oui. Donc,
Henrik et moi, on a donné un peu notre avis suite à l'annonce et en tout cas, on a réagi en live hier à ces sélections. Fabien et Siegfried, vous n'étiez pas avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces sélections ? Vous les trouvez cohérentes par rapport à l'année que vous venez de passer ? Alors, moi, j'aime beaucoup le choix qui a été fait pour l'As d'Or, la catégorie générale, parce que je trouve qu'elle offre 3 visions du monde du jeu, avec Flip 7 qui va plutôt dans la logique des 2 dernières années, en proposant un petit jeu, un prix très accessible, très facile à jouer, etc. Donc, du coup, c'est plutôt cohérent en termes de sélection. Avec Rebirth, elle propose potentiellement un retour du jeu de plateau, format boîte à 30-40 euros, qui avait tendance à avoir disparu, au contraire, justement, ces 2-3 dernières années. Et c'est plutôt bien, en fait, que ça soit remis en avant, qui gagne ou qui gagne pas, c'est forcément une mise en lumière. Et puis, Toy Battle, parce que, comme je viens de le dire, pour moi, c'est un jeu qui a été calibré pour le grand public, mais qui peut aussi plaire aux initiés, parce qu'en fait, il offre différentes lectures de jeu, entre une lecture assez simple où il faut juste capturer le château, et une lecture qui va plus loin. On dit, en fait, c'est aussi du contrôle de territoire, de zone pour prendre les étoiles. Et pour moi, c'est celui qui, parmi les 3 jeux, offre le plus d'évolutivité et donc qui fait le pont un peu entre le joueur très casu de Flip 7 et le joueur un peu plus initié de Rebirth. Mais franchement, qu'un des 3 gagne l'As d'Or, pour moi, je serais déçu pour aucun des 3. Je comprends. Siegfried ? Oui, alors pour moi, c'est la sélection la plus consensuelle qu'on ait jamais vue pour un As d'Or. D'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, on a fait des pronostics dans l'équipe, on était tout globalement à 6 bons jeux pronostiqués, ce qui est assez énorme, et globalement tous les pronostics publics annonçaient déjà Zenith Tech Time en initié, Flip 7 et Toy Battle en classique. Il y a eu plus de surprises pour l'expert, mais en fait aucun des 3 jeux experts ne démérite non plus. Je pense qu'il y a 2 surprises seulement qui sont First Rat, mais en même temps il est à côté de Zenith et Tech Time qui étaient les évidences pour l'initié et pas de 3e évidence. Donc c'est assez chouette que ce créneau soit comblé par un jeu dont on peut penser qu'il n'a pas forcément ses chances, mais ça donne une mise en avant, un jeu qui était passé sinon complètement sous les radars, donc c'est très chouette. L'autre surprise étant peut-être Rebirth en As d'Or, alors que beaucoup le catégorisent en initié. Je pense qu'on partait du principe que c'est le vrai jeu, c'est le plateau Irlande, et que l'Écosse est là pour introduire aux mécaniques complètes que sont le jeu Irlande. D'ailleurs, les règles sont un peu présentées de cette manière, et qu'au contraire, le jury a préféré estimer qu'il y a un jeu qui est le plateau Écosse, et en fait, une fois qu'on l'a découvert, on peut aller plus loin si on le souhaite, mais on peut aussi se contenter de ce jeu familial qui est finalement un peu plus complexe que les Aventuriers du Rail, mais pas tant que ça. Et surtout, je pense que le jury a voulu, c'est ce que disait Fabien, mettre en avant une proposition de ce jeu de plateau à 30-40 euros, qui est un peu le format qui est mort, et qui est mort parce que les éditeurs ont aussi l'impression que ça ne se vend plus. Donc c'est aussi un pari, je pense, de la part du jury, de se dire, tiens, si on nomine ce jeu-là pour l'As d'Or, qu'on le récompense ou pas après, est-ce que ça permet un regain des ventes dans ce format-là ? Est-ce que ça peut redonner confiance dans ce format-là ? Ou est-ce que ça acte au contraire qu'il est mort ? Mais en tout cas, c'est un beau signe. Moi, c'est pas le jeu qui m'avait le plus convaincu personnellement, mais j'étais sensible au fait qu'il soit dans tous les pronostics, ce que je comprends tout à fait. Et j'aime bien le fait qu'il soit là. Ça peut poser souci dans le sens où ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de jeu aussi complexe en As d'Or. J'avais un peu comparé. On est autour de 2 sur 5 sur BGG. C'est extrêmement rare qu'on atteigne un tel niveau de difficulté. Et ça veut dire qu'on va comparer Flip 7 et Rebirth, par exemple. C'est une question qui se pose assez souvent pour l'As d'Or, parce qu'on passe du jeu d'ambiance, mais vraiment la plus pure ambiance, à des jeux un peu plus stratégiques. Du coup, la comparaison est difficile. Là, je pense que la comparaison n'a jamais été plus difficile que ça, parce qu'on a un jeu qui est vraiment un jeu stratégique, même relativement accessible, et un jeu qui est un jeu de pure ambiance, de pur chaos, de pure électricité autour de la table, mais c'est intéressant en tout cas de mettre ces jeux-là en avant de cette manière. Ouais, mais c'est peut-être là où les sélections type As d'Or peuvent faire débat. Tu vois, c'est en effet qu'est-ce qu'on est en train de juger, et est-ce que finalement là on n'est pas en train de comparer des choux et des carottes. Moi je suis assez d'accord là-dessus. Je serais à la place du jury et je devrais voter entre ces 3-là. Je saurais pas quoi faire sans qu'on me donne des guidelines précises en fait. Et moi c'est un peu ça, on en parlait pendant le live quand on parlait de ça, c'est que ce soit écrit ou induit, quelque part, t'as forcément un biais en tant que jury pour te dire mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant et qu'est-ce que j'ai envie de promouvoir, quoi. En vrai, ça pourrait faire sens que s'il y a vraiment une guideline, que Cannes la publie, explique sur quels sont les critères de notation et qu'ils vont leur faire prendre leur choix. Je pense que ça ferait de la transparence au final. Oui, mais je crois que c'est même pas écrit. Enfin, alors, en tout cas, je suppute que c'est pas écrit. Et que c'est un truc un peu inconscient, tu vois. Moi mon ressenti, c'était à froid, parce que à chaud, c'était à chaud. Mon ressenti à froid, c'est que je trouve cette sélection super mature et je trouve qu'elle reflète bien un peu l'évolution de ce qu'est le monde ludique aujourd'hui. Et c'est ce que tu disais, Fabien, là, avec ces 3 jeux en jeu de l'année, on a en effet aujourd'hui un public avec un visage multiple.
T'as des gens qui pourraient très bien aimer ces 3 jeux. Moi, typiquement, et toi aussi, c'est ce que tu disais, ces 3 jeux que t'as adoré. Siegfried était un peu plus réservé sur Rebirth, mais il reconnaît en effet toutes les qualités du jeu et c'est indéniable. C'est des jeux qui méritent, à mes yeux, et visiblement vous partagez en partie cet avis-là, ça mérite d'être poussé plus globalement au grand public. Surtout un jeu comme Rebirth et Toy Battle. Je regardais Enrique parce qu'on a eu cette conversation là à midi. Toi, t'es un peu plus réservé sur Flip 7, Enrique. Ouais, complètement réservé sur Flip 7. Pas parce que c'est un mauvais jeu. Moi, c'est pas un jeu que je porte forcément dans mon cœur, mais c'est pas du tout pour faire l'original. Ouais. Mais le. Moi non plus. Donc, Oui. tu n'es pas seul. Non, mais voilà, c'est un jeu qui pour moi est ok. C'est un énorme succès commercial, numéro 1 des ventes dans énormément de boutiques. Et aujourd'hui, je pense même que c'est un jeu que vous trouvez partout en GSS sans problème. Je crois qu'il est pas encore dans les supermarchés, mais je pense que ça va pas tarder. Peut-être pas dans les. Aujourd'hui, ce qu'il joue, il est avec les chewing-gums chez Auchan, quoi. Mais en fait, juste avant la caisse. On n'est pas encore là. Je questionne, donc je reconnais le succès qu'il a et c'est super, mais je ne comprends pas qu'un jury d'experts en jeux de société, en fait, dise sur les 300 ou 400 jeux de société qu'ils ont testés dans l'année, celui-là, ce Flip 7, qui est un simple stop ou encore des plus basiques au monde, qui est très amusant, mais ça reste ni innovant, c'est fun, mais je ne comprends pas comment ils peuvent se dire ce jeu-là doit être nommé dans la catégorie Reine As d'or. Ouais. Ça me paraît fou, en fait, par rapport à tout ce qui est sorti. Si le mettait en expert, ça serait encore plus bizarre. J'avoue. D'accord. Après, c'est tout le jeu du jury et la complexité Oui, aussi c'est de leur ça. jury, c'est d'être à la fois des experts capables de distinguer des jeux qui ont 4 sur 5 sur BGG et de se mettre à la place de la personne qui ne connaît rien au monde du jeu et qui veut prendre le premier jeu venu et qui a besoin que ce soit une valeur sûre avec ce label d'As de l'As d'or. Ouais. Et qui sera peut-être pas forcément le cas de Rebirth, là où Flip 7, on sait que c'est un jeu consensuel, d'ailleurs les ventes l'ont déjà prouvé. Oui. L'ont prouvé peut-être à un point où à poser un label en plus, ça sert pas à grand chose, mais bon, ça c'est une autre. Et moi, Autre question. je trouve qu'il y a un biais dans cette vision que tu as du truc. C'est que tu es un expert du jeu de société, c'est clair, les 9, c'est des experts du jeu de société. Nous, on l'est aussi parce qu'on est des professionnels du jeu de société. Mais justement, si leur rôle, c'est de se dire je dois me mettre dans la peau d'un conquérant et je dois aller convertir 95% de la population qui n'est pas assez exposée aux jeux de société modernes et qui joue encore au Monopoly, à Dr Maboul et à Hippoglouton, avec tout mon amour pour ces 3 jeux, mais en effet, c'est pas ça que j'aime et c'est pas ça que je vends à mes amis et à mes proches. Du coup, est-ce que Flip 7, ce serait pas finalement le fer de lance, Mais même pas. Pour un fer moi. de lance valable cette année pour mettre en avant le jeu de société moderne? Non, pour moi, même pas. Je suis désolé, dans les jeux de société dits grand public, c'est-à-dire des jeux qu'on va vraiment pouvoir mettre entre les mains de tout le monde. J'ai pas d'exemple en tête, j'ai pas préparé, puis j'ai surtout pas envie de donner en fait des noms, dire celui-là il aurait été mieux. Oui. Mais je suis persuadé que sur la quantité de jeux sortis cette année, il y avait mieux. Et pour le même type de public, Moi, c'est sûr. Je suis pas d'accord avec toi, parce que je pense que tu as un biais sur le fait que tu pars du principe que, en effet, pour quelqu'un qui est intéressé aux jeux de société, et qui va avoir envie de prendre le temps de lire des règles, en effet, on aurait pu aller plus loin. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens où apprendre ne serait-ce que 30 secondes de plus de règles, ça les gonfle et ils ne vont pas vouloir jouer. Et du coup, avoir en fait, une offre qui va dans la même lignée qu'un Uno, un Skijo, un Flip 7, c'est le meilleur moyen de toucher vraiment le grand public très large et du coup d'avoir une mise en place et une explication de règles très rapide. C'est ça qui va permettre la diffusion. Et du coup, potentiellement, des gens qui vont se retrouver avec une boîte où ils auront appris à jouer très rapidement, ils vont s'amuser logiquement beaucoup ou pas, et ils auront du coup dessus le label As d'or, ça peut créer pour moi la curiosité ensuite d'aller voir, ok, c'est quoi l'As d'or, et du coup, potentiellement aller creuser dans les catégories en dessous. Il y a des As d'or enfants, il y a des As d'or initiés, il y a de l'As d'or expert, et du coup, en fait, comprendre mieux comment est construit le monde du jeu. Voilà. Après, je ne fais pas ça non plus en mode défense complète de Flip 7. Moi-même, personnellement, je pense que j'aurais plutôt envie que ce soit Toy Battle qui gagne pour Non, mais tu vois, les qualités qu'on a pu en donner, mais ça me choquerait pas en fait de faire c'est un choix comme en ça. fait, c'est toujours le côté label meilleur jeu de l'année. Tu vois, tu dis, dans ce cas, non, c'est pas le meilleur jeu de l'année, c'est le jeu dont vous pensez qu'il sera le plus accessible et le plus à même de. Enfin, c'est Une différent. membre de jury te répondrait que c'est pas le meilleur jeu de l'année, mais le jeu de l'année. Que le mot meilleur n'apparaît pas. Et en fait, c'est pour ça que moi je parlerais plutôt de maturité dans l'immaturité de ce jury-là. Parce qu'on retrouve les mêmes débats que chaque année sur est-ce que c'est un label, est-ce que c'est un prix. Quand on entend en interview les membres du jury, ils insistent bien sur le fait que, attention, c'est un label et pas un prix, ça n'a rien à voir. Et en fait, quand on en parle 30 minutes, il y a le mot prix finit par survenir toujours. Il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie. Sur le site de l'As d'or lui-même, parfois le mot prix est évoqué alors que c'est pas supposé être un prix. Et en fait,
il y a cette navigation constante, y compris de la part du jury, entre est-ce qu'on récompense le meilleur jeu de l'année et le jeu le plus original, auquel cas Flip 7 n'a aucun sens, ou est-ce qu'on récompense un jeu consensuel qui est là pour tout le monde, auquel cas ça fait sens, mais est-ce qu'il ne l'aurait pas vu mieux valu récompenser un jeu original quand même. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces tensions se retrouvent sur certains jeux et pas sur d'autres. Par exemple, on les sent complètement libres et on voit vraiment un jury de ludistes qui s'amusent dans le jeu expert où c'est vraiment des choix hyper personnels et subjectifs. Et sur d'autres choses où vraiment c'est aussi une manière de suivre, il y a un consensus qui est tellement fort, on va pas forcément passer à côté. Et c'est pour ça que, est-ce qu'il y a une maturité ? Je sais pas, je pense que la maturité, ça irait avec un cadre très strict, mais qui rendrait aussi ça beaucoup moins intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de cadre, que c'est subjectif, et que justement, on ne peut pas, en tant que ludiste ou en tant que néophyte, les suivre surtout, mais c'est bien aussi. On se retrouve face à quelque chose qu'on ne comprend, qu'on n'appréhende pas forcément complètement, mais ça fait partie aussi d'une espèce de mystère de l'As d'Or auquel... qui est chouette et qui donne son identité plutôt que d'être soit un prix consensuel, soit un prix complètement subjectif. Et je pense que dans les deux cas, on s'y retrouverait encore moins. Ça n'aurait pas d'identité. L'identité, c'est d'être c'est toujours cette espèce d'équilibre qui change d'année en année. C'est ce qu'on disait. L'As d'Or, il est plus complexe que les autres années. L'As d'Or expert aussi, il s'assume, il change d'année en année. Les critères semblent changer chaque année un peu pour le jury, mais parce qu'à chaque fois, la sélection, elle reflète aussi ça. Et je suis content que l'As d'Or, qui est quand même une institution, c'est quand même la ville de David Lisnard, enfin il y a quand même quelque chose d'institué culturellement pour l'As d'Or, et que ça continue de refléter une bande de 9 ludistes qui sont aussi un peu 9 potes et qui s'amusent, et ça reflète aussi un amusement très personnel, très subjectif de cette bande-là, tout en essayant d'être à l'écoute du public. Et moi j'aime bien que cette sélection nous échappe un peu aussi, qu'elle nous satisfasse moins, et je pense que c'est ça qui la rend plus intéressante et plus humaine. Mais après, moi j'ai l'impression que chaque année, de toute manière, nous, la profession, les spécialistes et on va dire la communauté ludiste française se pignole un peu sur ce sujet-là, et on aime bien en parler et en faire la preuve. C'est nul, ils n'ont pas mis leader, c'est nul. Non. On est en train de faire un podcast là-dessus, on va en parler pendant quasiment 1h30, donc voilà, mais en même temps, tu vois, premier temps qu'on joue le jeu. Je trouve que c'est ça qui est génial. En fait. Oui, mais parce que je pense qu'il y a une volonté. Dans la manière dont c'est construit, pour moi, volontairement, on offre deux visages à ce sujet-là. Il y a un côté avec toute cette phase de nomination, et parce que Siegfried a raison dans ce qu'il dit, on voit cette bande de 9 potes qui partagent, qui échangent, on les suit sur les réseaux, on voit des trucs, on les voit à des festivals, on les rencontre, etc. Nous, oui, mais donc ça, c'est un vrai truc, et c'est très bien, parce que du coup, ça montre que c'est alimenté tout au cours de l'année, que les gens jouent, etc., et que c'est des gens passionnés. Donc très bien. Et ça alimente le buzz, ça fait tourner le truc, et c'est très bien pour un sérail très refermé. Après, l'objectif, c'est aussi que TF1, France 2, France Inter, France Culture et même CNews puissent France faire 24 aussi. France 24 puisse faire une pastille de 14 secondes. Et ce week-end a eu lieu le Festival international des Jeux de Cannes, et c'est qui a gagné, et voilà. Et ce jeu-là, en fait, moi j'ai l'impression, je ne sais pas, c'est ce que moi j'imagine. Je me dis du coup mettre un jeu qui est à 12 balles, du coup c'est top, parce que ça va aller créer des trucs, et derrière les gens ils vont mettre des liens Amazon. Tu vas avoir le Figaro qui va faire regardez une page plurirédactionnelle du Figaro avec un lien Amazon vers Flip 7, et ils vont gagner de l'argent. Le Figaro, mettez des liens grâce à Elon Musk, pas Elon Musk, Jeff Bezos, pardon, je les mélange tous ces milliards. Bref. Ça y est, on est démotivés. Flûte. Je mettrai un bip sur. Enfin, c'est pas le même nom. Non, pas. Tant mieux. Moi, je mettrai 2 bips. On coupera la séquence. On coupera la séquence. Non, mais non, pas du tout. On la coupera pas, on la laissera. Moi, je mettrai des bips, en effet. Mais non, mais oui. Je me suis perdu du coup dans ce que je disais. Si quelqu'un veut prendre le relais. Après ça. Non, mais moi, ce que je disais simplement, c'est que je trouve que cette période-là, entre le début des nominations jusqu'au festival, c'est toujours génial, je trouve, parce qu'on est. Voilà, tout le monde apporte son petit grain de sel. Personne n'est vraiment content. Puis il y en a. Bon, voilà, je suis heureux pour First Strat parce que ça m'a surpris et que j'aime ce jeu. Et puis je suis très content pour son distributeur, que voilà, c'est des gens qu'on aime bien. Je suis moins content pour Flip 7, et puis en même temps, j'aime bien discuter de ça avec vous. On en discute ici au podcast, mais aussi à table. C'est pas la première fois qu'on en parle. Ouais. C'est pas la première fois qu'on en parle du tout. Et je suis sûr qu'on en parlera pendant des semaines encore jusqu'au festival, à mon avis. Oui. Et c'est trop bien, quoi. Moi, j'aime bien cette petite effervescence chaque année. Je vois aussi sur les réseaux que ça discute beaucoup. J'aime bien lire ce qui se passe aussi. C'est cool, quoi. Mais tu vois, sur Flip 7, juste pour continuer à faire la défense de jeu-là, parce que moi, je pense que c'est important. T'inquiète, il a pas besoin d'être défendu. Rappelez-vous, quand on est revenu de chez BlackRock, qui nous le présente en nous disant, Fabien et moi, on est parti chez BlackRock pour tester, ils nous font tester des nouveautés sur leur line-up. Et donc là, du coup, je pense qu'on était en 2024. Ouais, ça devait être ça. On y va en mai 2024.
On revient, on a joué à ça et on vous dit waouh, on a joué à un truc, c'est trop bien. Il faut qu'on trouve 100 cartes. Bam, je prends 2 jeux de 52 cartes, je construis un flip 7 avec ça. Bon, il fallait plus, il en fallait 4. Et on joue. Oui, ok, je vois bien dans vos yeux. Ah, bah ça ressemble quand même beaucoup à Hit de Rainer Knizia, HIT, pas le Hit avec les Formule 1. Oui, en effet, sauf que les règles elles sont limpides pour le coup, parce que Hit c'était un bordel de savoir, t'as 3 cartes devant toi, mais est-ce que tu comptes celles qui sont pas. Bon, bref, c'était trop compliqué. Alors que c'était quand même pas très très compliqué, mais pour le grand public c'était compliqué. Et là, pour le coup, on le ramène au beau jeu. Je me rappelle, et on fait 2 tours de trucs, et là, les gens autour commencent à regarder le jeu. Il y a d'autres gens qui demandent quand est-ce que ça sort, etc. Tu vois qu'il y a un truc magique dans le produit. Enfin, tout le monde l'a vu, on a fait des parties pendant 2 semaines, tous les jours. Donc je comprends tout ce que tu dis et tout ce qui a été dit sur le sujet. Ça me fait penser que ça avait créé un mythe, ça aussi. Oui, j'avais créé un mythe. D'ailleurs. Ils étaient persuadés, les mecs du beau jeu étaient persuadés que c'était moi et Eric Olsen. Et que... T'aimerais bien. Hein. J'aurais bien aimé. Ah bah là, oui, clairement. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'à la fin, même quand on leur disait non, mais c'est vraiment un jeu, ils disaient oui, c'est ça. C'est Vincent. Donc non, malheureusement, c'était pas moi et Eric Olsen, mais j'aurais bien aimé. Demain, on jette Philibert. On saura d'où vient l'argent. Exactement. Siegfried a approché un peu le sujet de tout à l'heure. Moi, un truc que je trouve vraiment cool, c'est je trouve le découpage très très sain et très propre cette année. Tu vois, la catégorisation des jeux, hormis l'exception Rebirth, en effet, même si en effet, il y a quand même plein de raisons de se retrouver en jeu de l'année. Les jeux enfants sont des jeux enfants, les jeux initiés sont des jeux initiés, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Les jeux experts sont des jeux experts. Et voilà, moi, je trouve que c'est une vraie forme de maturité par rapport à ça. Il y a un truc qui a fait débat, il y a des gens qui nous en ont parlé pendant le live, on le voit traîner un peu partout. Il y a 2 jeux duo dans cette sélection, il y en a un en enfant, il y en a un en jeu de l'année. Mais il y a eu, je crois que c'était une des plus grandes années du jeu duel cette année. Il y a eu énormément de sorties duel et énormément de très très bons jeux. Fabien en parlait tout à l'heure, il n'y a pas Leaders dans la sélection, alors que c'est un jeu qu'on a tous adoré autour de la table. Et je pense qu'on l'aurait tous bien mis dans ces sélections-là aussi. Mais où est-ce qu'on l'aurait mis En initié, mais Continue, ça aurait fait 2 jeux duel, c'est peut-être trop quand même. Mais Même si, comme dit, le but de cette sélection, c'est aussi d'illustrer les tendances du marché. C'est ce que tu disais, le fait qu'il y ait pas mal de jeux de duel, ça illustre le marché. Bon, le fait qu'il y ait beaucoup de jeux très experts, enfin, c'est aussi de suivre un peu ce qui est médiatisé et le marché tel qu'il se déroule. Donc, parfois, ça part du sens d'avoir 2 jeux de duel dans la même sélection, par exemple. Mais à quel point est-ce que ça permet d'en faire quand même un prix un peu universel? Après, du coup, moi, ma question, c'est le comité Hasdor nous a prouvé qu'il a su évoluer parce qu'il a créé cette catégorie initiée il y a 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Est-ce que l'avenir, si le marché continue à évoluer comme ça et que la place du jeu duo-duel continue à se développer comme elle s'est développée là sur les 2-3 dernières années, est-ce que on n'aurait pas la possibilité de voir venir une catégorie jeu duo dans les années à venir? Moi, je pense que c'est compliqué. Ou alors, il faudrait vraiment que la tendance se mette en place. Je prends l'exemple de nos box, ou qui sont trimestriels. On a l'opportunité dans nos box, des fois, de se dire certains trimestres, on n'a pas assez de jeux qui nous ont convaincus, donc on fait pas la sélection. Si l'Asdor se met à créer un prix duo, qu'ils le font 1 an sur 3 parce qu'ils ne sont pas assez satisfaits, ça serait dérangeant. Moi, je trouve que c'est Marion qui en parlait, que ça serait plutôt pertinent plutôt que de créer un nouveau prix. Je trouve qu'aujourd'hui, ils sont plutôt bien organisés, les prix. Peut-être qu'ils pourraient limite faire un prix sur les jeux d'enquête, parce que pour le coup, c'est quand même un genre qui est installé depuis longtemps. Mais faire comme le Spiel, avoir des recommandations faites à côté. Et comme ça, du coup, ça leur permet de mettre plein d'inclassables potentiellement, plutôt qu'ajouter un prix supplémentaire qui va, en fait, au final, perdre les gens. Et du coup, si tu fais le truc duo, tu mets pas Toy Battle en jeu de l'année parce qu'il se retrouve dans le duo, mais alors qu'en fait, en vrai, ça méritait dans le jeu de l'année. Est-ce que ça va pas et puis, est-ce que tu pourrais enfin, je me fais l'avocat du diable par rapport à ce que je viens de dire juste avant, mais est-ce que tu pourrais comparer l'île des Mookies et Wild Venture dans la même catégorie? Oui. C'est compliqué. Et avant-après, et enfin, ou des. Oui, ça marche pas. Ouais. Pas Wild Venture, Kikai carrément. Oui, ou Kikai. Ouais. Kikai versus l'île des Mookies. C'est l'inconvénient d'ajouter la récompense d'une modalité aux récompenses d'un public cible. Oui. Public cible, au moins, c'est une catégorisation qui est claire. Ce qui est exactement la problématique sur la catégorie jeu de l'année. Par contre, là, on créerait juste des... Non, parce que le jeu de l'année, en fait, on a identifié que c'est le jeu tout public de l'année. Malheureusement, qui ne s'appelle pas comme ça. Et ça, c'est un problème qui est fait médiatiquement, parce que c'est fait pour que les journaux se disent, tiens, c'est le meilleur jeu de l'année. Alors que si on appelait ça le meilleur jeu tout public de l'année, il est évident que ça aurait moins d'authenticité, parce qu'on se dirait directement, finalement, c'est l'équivalent du jeu initié de l'année, alors que là, on a tous et toute l'impression subjective et un peu malheureuse que le jeu de l'année, c'est mieux que le jeu initié de l'année, par exemple.
Et bon, après, je suis totalement d'accord. De toute façon, si on faisait une catégorie jeu duo de l'année, il y aurait des chevauchements qui seraient injustes. Pourquoi est-ce que Leader devrait se battre contre l'île des Mookies et pas contre Take Time et pas contre Zenith, par exemple, alors que c'est le même public, la même exigence stratégique? Pourquoi est-ce que le meilleur jeu de duel de l'année, du coup, ne pourrait pas être le meilleur jeu initié de l'année? Enfin, ça poserait beaucoup de Et questions. t'aurais pareil sur le jeu d'enquête, en fait. Oui. Finalement. Oui, j'ai dit ça, mais c'était une très mauvaise idée. Une énorme connerie. Bon, après, nous, on n'est pas membre du jury. Pardon. Et puis il y a le problème de la marque. Si on crée un prix, il faut le maintenir chaque année. Ouais. Parce que si on se dit une année, en fait, il n'y a pas assez de bons jeux de duel, on annule le prix. Bon, déjà, qu'est-ce que ça dit des jeux de duel qui sont sortis cette année, qui du coup normalement auraient dû être nominés, et puis en fait on supprime le prix parce qu'on les estime pas assez bons. Et une marque, ça s'installe dans le temps. Le prix initié aussi a fait débat pendant des années avant de commencer à être installé. Et puis si on commence à récompenser le jeu duo, il y a des gens qui demandent déjà un prix du jeu solo. Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'est pas encore plus pertinent de faire un prix du jeu d'ambiance, parce qu'au moins ça libère l'as d'or du jeu d'ambiance, qui est une catégorie qui peut être vraiment à part. Oui, Mais du coup, on arrive au Dice Tower avec ces 30 catégories par an qui fluctuent d'une année à l'autre, parce que c'est un prix qui essaie de suivre le marché, là où l'as d'or essaie d'illustrer le marché, mais dans des sélections qui sont plutôt fixes. Ouais, après, tu vois, ça te donne l'impression quand même, le mouvement qui a été fait sur la sélection expert cette année, alors à mes yeux, encore une fois, hein, où on est allé sur des jeux un peu plus costauds que ce qu'on pouvait retrouver les années d'avant encore, où, parce que tu vois, Dune Imperium, typiquement, nous, on aurait pu le mettre en initié dans notre tête, même si c'était un initié costaud, mais en fait, c'est un jeu qui s'est retrouvé en expert, côté As-d'or. Là, cette année, en effet, les jeux qui sont dans la catégorie expert, Ils sont experts. on est tous d'accord pour dire que c'est des jeux experts. Est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de prendre la place du Diamant d'Or et de toute catégorie, enfin de toute création de prix et s'imposer comme le seul? Tu vois, il y avait un moment où je voyais sur des boîtes, il y avait 1001 logos, quoi. Tu vois, tu avais les Trick Track d'or, tu avais un prix qui s'appelait Double 6, tu avais les prix je sais plus comment ça s'appelle, le comité du jeu de Billancourt, là, le prix de la création qu'on pouvait, tu avais le prix du flip. Du coup, moi j'ai l'impression que ces macarons, ils ont tendance à disparaître des boîtes, tu vois. Ouais. Là, devant nous, j'ai la boîte de Five Stripes. Je vois que j'ai un tampon As d'or, j'ai un tampon Trick Track d'or. Je suis pas certain que l'édition actuelle ait encore le tampon Trick Track, par exemple. Alors que je pense qu'il a encore son logo As d'or. Après, je dis ça, c'est que des suppositions. Je sais strictement rien. Il faudrait qu'on ait de la nouvelle boîte sous les yeux. Non, tu sais, la catégorie qui pourrait rajouter, qui serait vraiment énorme, c'est la catégorie du meilleur podcast ludique. Ah oui, trop bien. On pourrait concurrir contre Concurrir. Moi, je veux concurrer. On va concurrer contre plein de Parce que gens. vu qu'on est le seul podcast, on peut dire n'importe quoi, on sera quand même premier. On n'est pas le seul. On n'est pas le seul, Fabien. Il y en a eu plein d'autres avant nous. Si, on est le seul, je connais que. C'est parce que t'aimes pas les podcasts, c'est la base. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça essaie d'être un peu le jeu définitif récompensant les meilleurs jeux. C'est ça. Effectivement, il y a quelques années, on se souvient qu'on avait vu The Crew ou Res Arcana, par exemple, en prix du meilleur jeu expert. Même Détective, je suis pas sûr qu'il serait prix du meilleur jeu expert aujourd'hui. Et aujourd'hui, les jeux qui sont nominés en prix du meilleur jeu expert, bon, c'est des jeux qui peuvent parfois être un petit peu plus légers, peut-être que les jeux du Diamant d'Or ou de l'EGA, qui sont vraiment des jeux hardcore, parfois à 3,5 ou 4 sur 5 sur BGG. Ouais. Mais il y a quand même une volonté, effectivement, d'avoir un jeu qui est vraiment pour la niche de ludistes experts, Oui. et pas seulement des jeux qui sont faciles dans les règles mais compliqués à maîtriser, comme pouvait l'être The Crew, enfin les excuses qui étaient un petit peu étranges parfois sur ces jeux-là. Là, vraiment, on assume d'être une volonté d'être les 4 prix définitifs dans ces catégories-là, ce qui est intéressant parce que je trouve que ça oblige les autres prix qui essayent d'émerger à se réinventer en étant le prix de la création la plus originale, des meilleures illustrations, du meilleur duo, enfin des choses qui sont peut-être plus humaines ou en tout cas alternatives qu'un énième prix du meilleur jeu où de toute façon on ne pourra jamais concurrencer l'As d'Or. Et petit teasing, c'est le dossier du prochain Ludum Mag avec des interviews du Spiel des Jahres, de Dice Tower, de l'As d'Or et pas mal de choses intéressantes sur les modalités du jury et comment chaque récompense se perçoit par rapport aux autres aussi et c'est d'être complémentaire aux autres. Vous apprendrez plus. Mais du coup, est-ce que c'est pas une réaction légitime du jury qui se sont vus parfois insultés, maltraités par la communauté de joueurs hardcore sur les dernières années? On va leur dire gna, vous êtes qui pour mettre ça dans cette catégorie? Moi j'aurais pas fait ça, moi j'aurais pas fait ça. Oui, mais toi tu t'appelles Jean-Paul et t'es cariste et donc du coup c'était pas la question, quoi. Tais-toi. C'est pas sympa pour Jean-Paul. C'est pas sympa pour Jean-Paul, je suis d'accord, mais enfin tu vois, je veux dire, chacun a son métier. C'est des professionnels du monde ludique, donc c'est ça qu'on est allé chercher. Je suis en train de faire clignoter les lumières. Ouais, mais t'inquiète, c'est. Je parle trop Vas-y, fort. j'enchaîne. C'est mon charisme, c'est mon magnétisme, c'est mon côté irradié. Et du coup, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez pas que faire comme le Spiel proposer des recommandations ou mentions d'honneur comme on fait dans les box sans justifier pourquoi, mais dire on n'a pas pu les classer, mais c'est 4 jeux. Là, du coup, il n'y aurait pas de limite. On vous commande d'y jeter un œil aussi. Ça permettra en plus d'éviter peut-être des débats, tu vois, au moins. Non, parce qu'il y aurait les débats sur. Il y aurait toujours des débats. Ouais.
tiens, mon jeu n'est pas dans la Infinix List, pourquoi il n'y est pas? Et ça, c'est des jeux qu'on entend beaucoup sur le Spiel, par exemple. Et puis, tiens, mon jeu était 4ème, pourquoi était 4ème du coup? Et c'est le premier jeu. Est-ce que c'est le premier jeu ou est-ce que c'est le 10e jeu de la Infinix List? Est-ce qu'elle est ordonnée? Est-ce qu'elle est pas ordonnée? Parce que si elle n'est pas ordonnée, on peut avoir 50 jeux, mais sans ordre, c'est pas ça. Sinon, ils mettent les 2000 jeux sortis dans l'année, comme ça. Ouais, tous en ouais, y a ont pas de open débat. pour- Voilà. Et puis, le défaut de la Infinix List, c'est que ça met aussi en avant le fait que le jury n'a pas joué à tout. Là, au moins, vu qu'on a seulement 3 jeux nominés par catégorie, si le jury passe à côté de quelque chose, on peut pas lui faire un procès en légitimité parce qu'on ne sait pas à quoi il n'a pas joué. On peut toujours se dire, peut-être qu'il a préféré ces jeux-là à Leaders auxquels peut-être qu'il n'a pas joué, par exemple. S'il fait une liste et qu'on voit que Leaders n'y est pas, on peut dire, tiens, vous n'avez pas joué à ça, c'est pas normal, vous n'êtes pas un bon jury. Je pense que ça pose beaucoup de questions que le jury a voulu évacuer. C'est une question que j'ai déjà vu poser dans les interviews au jury, et globalement, c'est l'avis qui ressort aussi. Ouais. Et moi, j'aimerais évidemment des listes de recommandations, parce que ça permet de recommander toujours plus de jeux, mais leur but, c'est aussi une simplification pour un prix qui est médiatique. encore Et une pour fois. un prix qui est médiatique, C'est ça. il faut que la nomination soit déjà un prix en soi, et qu'à fortiori, le prix soit un prix absolu. Si on commence à faire une Infinix List, ça veut dire qu'il faut aussi un autocollant jeu recommandé, et du coup, la nomination perd en valeur, et on dévalue en fait tout, y compris médiatiquement. Et c'est un peu dommage, même si, évidemment, nous, on a envie de mettre en avant le plus de jeux possible, mais je pense que c'est pas la vocation de l'Azor et qu'il ne peut pas avoir cette vocation s'il veut conserver cette force de frappe. Après, j'ai pas dit que j'étais pertinent. hein. Ouais, mais c'est juste mon avis. Tu es Fabien. C'est pas pertinent. Oui, pardon. Flo est en régie, il vous diffuse des images, des sélections et tout depuis tout à l'heure, mais du coup, on t'a pas demandé ton avis. Flo, t'en as pensé quoi, toi, de cette sélection? Moi, je suis d'accord avec vous. Très bonne sélection cette année, très bon cru. Les jeux experts, j'en ai joué aucun des 3 facile. En vrai, j'ai joué à Arx. Si, t'as mais joué à Arx, ouais. une ou deux fois, et je me souviens plus trop parce que c'était il y a un petit moment déjà. Sinon, pour le reste, très bien. Hein. Voilà. Et l'absence de Mitsugatsu. On en Scandale parle. absolu. Je vous ai dit, il faut des gens fun pour jouer. Du coup, je suis pas sûr que le Mais le en jury vrai, de l'Asdor soit fun. en vrai, Mietsu Katsu est un jeu d'ambiance vachement novateur plus novateur qu'un Flip 7, tu vois. Ouais. Et qui cartonne si tu fais jouer à ça dans sa famille de jeux. La et- nouveauté est pas toujours bien. hein. Non, mais lui est bien. Tu peux pas. Non, mais tu- je fais. Toi, je- c'est pas ton truc. Et Non, je chambre juste Flo, c'est tout. Non, mais clairement, de toute façon, dans l'équipe Mitsukatsu, il y a que Enrique et moi qui avons rigolé à ce jeu, j'ai l'impression, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, Non, c'est non. un jeu ultra clivant. Et c'est très c'est clivant. logique. Les gens qui l'ont conçu le savent très bien. C'est qui on a eu un truc absurde. On a parlé d'un jeu où on nous a dit que c'était le mec qui avait fait Mitsukatsu. Il avait fait un autre jeu qui avait strictement rien à voir. Oui, c'était Ralph Solinde, je me souviens plus de Bon, c'est pas grave. quel jeu c'était la semaine dernière. Ça nous reviendra, oui, on parlait de lui. Mais c'était Ralph Ralph Solinde, Ah oui, l'auteur, c'est ça. D'ailleurs, vous êtes auto-transitionné vers la question que j'avais. Vous avez un grand regret, un grand absent que vous auriez aimé personnellement voir dans cette sélection, sans rentrer dans un débat de. Quel suspense. Alors, j'ai déjà dit Leaders, mais Ouais. en vrai, je savais déjà qu'il serait pas parce que globalement, je savais qu'il était dur à positionner Parce que tu sais déjà qui est-ce qui a gagné la sorte de toute manière. et je sais déjà qui a gagné la Star, bien entendu. Il ne dira rien, mais. Il dira rien, mais si, forcément dans la profession, ça c'est quoi. Non, et du coup, je dirais, sans que ça soit un grand regret, parce que encore une fois, je trouve que la sélection est plutôt cohérente, et c'est un jeu que j'aurais mis à la place de First Rat, mais je suis très content qu'il y ait cette surprise First Rat. Ouais. Parce que Enrique avait pas mal défendu le principe de dire c'est cool dans la sélection quand il y a une surprise, un truc auquel on ne s'attend pas. De base, je pensais pas. Puis en fait, quand j'ai vu le truc, je me suis dit si, il a raison, Enrique. Mais si on avait dû mettre un jeu à la place de First Rat, j'aurais bien aimé voir Eternal Deck. Parce que je trouvais que c'était un jeu qui mécaniquement marchait très bien, offrait quelque chose de rafraîchissant dans la manière de jouer à un jeu de communication limité, et qui était parfaitement édité, parfaitement construit. Voilà, c'était une très belle réussite. On a vu le fait qu'il y a un erratum dans la première version des jeux, l'a disqualifié par rapport aux exigences du règlement du jury. Je savais pas qu'il y avait un erratum. Siegfried, toi, un regret? Alors, je trouve la sélection satisfaisante à 100%. Moi, évidemment, à titre personnel, j'aurais mis Fromage, par exemple, parce que c'est un jeu préféré de toute l'équipe. Mais personne ne l'a mis dans ses pronostics. C'est significatif que le jeu préféré de toute l'équipe ne soit dans aucun de nos pronostics. Ouais, c'est vrai. Tout simplement parce que le tirage, en fait, a été tellement faible et la médiatisation tellement inexistante qu'en fait, on se doutait que... on ne sait même pas si le jury y a joué. Et en fait, on sait qu'il n'y a pas d'exigence ou de pression médiatique pour que ça finisse dans le prix. Le jury, s'il n'avait pas précommandé, ils n'étaient pas prêts d'y jouer. Ah bah ouais. Hein. Donc, voilà, donc c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé autour du jeu et qu'on regrette un peu. Après, évidemment, moi, j'aurais beaucoup aimé que la communauté de l'anneau de jeu de pli y soit, par exemple, mais ça, on en reparle. Ou beaucoup ont nommé Wondrous Creatures, et effectivement, j'aurais trouvé ça bien, même si ça n'a pas été évident par rapport au nouveau positionnement de l'Asdor Expert,
qui du coup crée un gouffre quand même, mais l'éternel gouffre, hein, entre les jeux initiés et les jeux experts. Éternel gouffre qui Éternel reste gouffre. éternel Ouais, deck. tout à fait. Où on passe des jeux à 2-3 sur BGG aux jeux à 4 sur BGG, il n'y a plus grand chose entre les deux, et en fait, où ce serait positionné fromage ou Vendeuse créature, ça aurait posé question. Ok. Enrique, toi, Ouais, un regret pour ma part, petit Osmosis regret. Osmosis. Tu l'as pronostiqué vainqueur du Je jeu l'ai de l'année. pronostiqué, mais c'était voilà, je lance un dessin pour le panache. pour le panache. Ça, si ça se Moi, trouve, ça passe. je crois que t'as un petit crush sur la commerciale de chez Hopla. Mais... N'importe quoi. En plus, c'est la compagne du patron de chez Opla, t'es au courant? Il me semble. Hein. Il me semble, hein, si je dis pas de C'était bêtises. complètement gratuit. J'en sais rien, ça ne Euh, nous regarde pas. Non, je pense que c'est Compile. Compile, Ah, je l'ai dit et redit, c'était un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Je pense qu'il n'a pas été reçu par rapport à la clarté de ses règles, peut-être. Des règles qui sont très courtes, en fait, dans Compile. Et peut-être qu'il manque 2-3 exemples. Il y a 2-3 cas de figure, en fait, où on se demande un peu comment ça marche quand on sort un combo. Et la règle, il répond pas forcément. Donc, je pense qu'il a peut-être été disqualifié pour ça. Mais voilà, peut-être. Ouais, et puis il avait une DA tranchée, quoi. Ouais, bah, alors. c'est Ouais, pas- non, mais moi le droit. j'adore Compile. T'es là, pas t'es là. Et on pourrait faire, j'ai une C'est-à-dire idée moi, sur la pour ligne. une nouvelle catégorie, on pourrait faire la catégorie avec Compile, Flip 7 et tout, dont les boîtes qui brillent. Ok. Ah. Oui. On a Les un, boîtes foil. on a un confrère qui arrête pas de faire. J'ai tout le temps. Avant les vidéos de Ludum sur YouTube, ça se trouve, vous avez des pubs d'un de nos confrères et qui fait ouah, ce mois-ci, c'est le mois des boîtes qui brillent. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu à peu près 755 fois pendant le mois de décembre. Donc voilà. Vite ton cash. Et il a des lunettes de soleil. Vite ton cache, qui est la suite de Cache ton cache. Yes. Et toi, Vincent, Et toi, est-ce que tu as un Vincent regret Je l'ai déjà dit pendant le live de mardi, moi c'est Daydream. Je l'aurais mis. Oui. Je sais pas où je l'aurais mis. Je l'aurais mis ici, en jeu de l'année, mais je sais que. Oui, je l'année. Oui, mais je sais qu'il n'aurait pas gagné. Voilà, mais moi j'ai aimé le jeu sous plein d'aspects et je trouve que. Enfin, j'ai aimé le produit autant que le jeu. Je trouvais qu'éditorialement c'était un boulot super. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, mais autour même de cette table, ça n'a pas convaincu tout le monde au même degré. Mais moi, c'est un jeu que j'avais vraiment adoré. Et voilà, mais c'était purement un choix de cœur. Et j'admets qu'il n'a pas sa place aux yeux des autres jeux qui sont dans la sélection. Donc voilà. Dernière question pour conclure sur ce sujet de l'Asdor, sauf si vous avez encore des choses à rajouter. Non, très bien. On a fait le tour du coup du sujet. Vas-y. Prono, votre quartier gagnant sur chacune des catégories. On commence par toi, Fabien. Toy Battle, En jeu de l'année. jeu de l'année, Zénith en initié. Ouais. Mais alors, là, j'ai parlé avec mon cœur. En vrai, ça sera sûrement Tech Time, mais go pour Zénith. En enfant, l'île des Mookies. Mm. Et en expert, c'est dur de juger. J'ai joué que, Ouais, que je suis à Arx. Donc, j'ai bien aimé Arx, donc on va dire Arx. Siegfried. Toy Battle, Take Time, l'île des Mookies et Arx. Ok. Je veux dire comme Siegfried, exactement pareil. Je crois que j'allais dire la même chose que vous. Toy Battle, l'île des Mookies, et Tech Time aussi, ouais. Et pour pareil, je me prononce pas pour l'expert parce que ça se trouve les autres sont très bien. J'ai joué que à Arx aussi, donc. Je pense que la fraîcheur et Voilà. l'unité de Arx, si elles ont décidé de le nominer, c'est que c'est Ouais. pour récompenser derrière. Ça me paraîtrait avoir du sens en tout cas. Ok. Flo. Comme Fabien, moi, l'île des Mookies, Toy Battle, Zenith et en expert, je sais pas. Ok. Très bien. Réponse dans un mois. Réponse dans un mois, tout à fait. On vous en parlera en direct depuis Cannes. C'en est fini de ce petit débat, cette petite conversation autour de l'Asdor. Je vous propose de passer au jeu auquel on a pu jouer ces derniers temps. On en avait parlé dans les nouveautés, mais on n'avait pas pu vous en dire plus parce que du coup, on n'avait pas encore de boîte et on n'avait pas pu y jouer. Siegfried a commencé à jouer aux 2 tours, le jeu de pli. Je le laisse nous en parler plus en détail maintenant. C'est ça. Donc, les 2 tours, comme son titre peut l'indiquer, c'est la suite du Seigneur des Anneaux, le jeu de pli coopératif, la communauté de l'anneau. Ces titres sont interminables. Ça reprend le principe du jeu précédent, c'est-à-dire que vous avez 18 chapitres pour un jeu de pli coopératif. Un peu à la The Crew, où chaque partie est une espèce de nouveau scénario, un nouveau chapitre, avec un élément narratif qui va vous permettre de suivre l'action du roman avec des personnages différents que vous incarnez à chaque fois. C'est un peu l'originalité par rapport à un The Crew, par exemple. C'est que chaque joueuse incarne un personnage de ce chapitre-là de l'histoire et qui a une condition de victoire, voire une condition de mise en place particulière. En plus de ça, chaque chapitre a souvent sa propre particularité, son originalité, ce qui fait qu'on a l'impression de jouer à 18 modes de jeu différents.
ce qui est d'une richesse assez folle. Pour moi, c'est un jeu auquel on peut être sensible d'ailleurs, même sans forcément adhérer à la licence La Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a une dimension thématique qui est tellement forte et tellement bien intégrée qu'on ressent en tout cas une vraie volonté de faire suivre l'histoire. Je vous recommande d'ailleurs le Designer's Diary, enfin le journal d'auteur du concepteur des deux tours, qui en a fait un sur BGG. Et on voit à quel point, non seulement il maîtrise la licence, il s'est posé plein de questions sur la licence, y compris, vous le savez peut-être chez les Tolkienophiles, que les deux tours, en fait, même Tolkien n'était pas content de ce titre parce qu'on ne sait pas à quel tour ça se réfère. Et donc, il y a la volonté de mettre dans le jeu une tour blanche et une tour noire qui, en fait, sont des tours différentes selon le chapitre où on en est, ce qui est une idée plutôt maligne. Donc, il y a plein de questions qui se posent sur qu'est-ce qu'on fait aussi de la mort de Boromir, par exemple, comment est-ce qu'on illustre le fardeau de l'anneau. Et donc, il y a des idées pour littéralement chaque aspect de l'histoire. Avec une vraie connaissance du jeu de pli aussi. L'auteur n'hésite pas à citer Tichou, par exemple, Skull King, The Crew, pour des chapitres précis. Parce que, encore une fois, comme c'est 18 vrais modes de jeu, chacun peut avoir une idée qui vient d'un jeu différent et qui est une réappropriation avec un jeu différent. Et bon, voilà, ça va un peu plus loin que la Communauté de l'Anneau, au sens où il y a plus de cartes spécifiques, il y a encore un peu plus d'enjeux. Ça a été intégralement réillustré, c'est-à-dire que même les cartes de base ont de nouvelles illustrations, toujours avec cette espèce de style vitrail de Hélène Ryan, je crois que ça s'appelle. C'est diablement beau et élégant. Et voilà, c'est assez superbe. Et parce que l'idée, c'est que la main de cartes que vous avez illustre le voyage des personnages. Et donc, évidemment, ce voyage vous fait traverser des contrées différentes dans ce jeu-là et dans la Communauté de l'Anneau. Donc, même des cartes qui sont identiques. Le 5 de Colline, par exemple, a une illustration différente ici que dans le jeu de base. Donc, il y a un effort, je trouve, de création thématique qui est complètement fou. Quand on se dit jeu de pli, Seigneur des Anneaux, on pourrait tellement s'attendre à un pur jeu à licence, sans âme et opportuniste, que se retrouver avec quelque chose qui est à ce point pensé, au point de justifier un carnet d'auteur, pas juste pour la licence en général, mais juste pour cette boîte, en aura sans doute un nouveau pour le Retour du Roi. Ça force le respect. Et pour moi, c'est déjà un de mes jeux de l'année. Je pense qu'il y a l'EDA Origin Story. Voilà, j'ai déjà découvert 3 des jeux dont je sais que ça finira dans mon top. Et je suis très, très heureux de ça. Et dans une ludothèque, c'est classe, quand t'as les 3, j'imagine. Et on pourra le mettre dans le tournoi des boîtes qui brillent en plus. Tout à fait, Absolument. exactement. Ah Qui bah oui. pourra être- J'allais le dire, le On vainqueur mettra de dans la compétition l'As d'Or des Foil. Moi, on en parlait en mangeant à midi. Moi, je suis un peu hermétique, et j'en ai déjà parlé en podcast d'ailleurs. Je vais arrêter de le dire parce qu'au bout d'un moment, je vais me faire agresser par une horde de Tolkienophiles, comme Siegfried les appelle dans la rue. Je suis un peu hermétique au lore Seigneur des Anneaux, mais je dois avouer que c'est splendide. Et que le boulot d'édition d'Office Dog là-dessus, ça se voit qu'ils aiment les jeux de société, quoi. Genre, il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est trop beau, les règles sont bien rédigées, ça donne envie de l'ouvrir, ça donne envie de creuser le truc, ça donne vraiment envie d'y jouer. Voilà. Je vais bien finir par y jouer à un moment ou à un autre quand même, malgré tout. Mais, merci Siegfried pour ce petit partage et vous l'aurez compris du coup pour ce coup de cœur que tu nous partages. Enrique, je vais te laisser parler d'un jeu que tu as adoré et que tu as découvert cette semaine parce que du coup, c'est Gigamic, je crois, qui nous l'a envoyé parce qu'il va être distribué par Gigamic. BlackRock. BlackRock, pardon. Oui, bon, bref, c'est pas important. Il sort chez Sorry We Are French. Je te laisse en parler. BlackRock et donc Sorry We Are French sort cette année un jeu qui s'appelle Epic Melee, qui était moi une de mes grosses attentes parce que c'est un jeu Sorry We Are T'en French. as parlé dans ta magnifique vidéo des 16 jeux qu'on attend, des 26 jeux. 26. Des 26 jeux, bah oui, parce qu'on a Et je l'avais même évoqué dans l'épisode 0 rapidement quand on parlait des c'est jeux vrai. comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Un petit jeu tranquille, 3 à 6 joueurs pour des parties qui vont durer à peine 15 minutes. Vous allez finalement dans ce jeu de Florian Fay et illustré par David Sidbon, dans ce jeu qui est une sorte de jeu de bluff en fait où vous avez une main de 7 cartes en main avec des personnages. Les personnages, vous en avez une dizaine différents, ils sont tous en 6 exemplaires dans le deck. Donc un jeu un peu à la Senji Kanai en fait, où vous avez 10 grands personnages avec 10 grands pouvoirs. Au bout de 2 manches, vous les connaissez tous par cœur. À vous de les placer dans le bon sens et dans le bon ordre pour bluffer vos adversaires et pour que ça marche. Donc en gros, vous en prenez 2 dans votre main, vous en posez un face visible, un face caché. Et puis le twist du jeu, c'est que vous allez devoir choisir lequel des 2 vous allez jouer. Et le gros twist mécanique et qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait votre choix, lequel carte va rentrer dans l'arène, vous allez donner le pion du joueur actif à qui vous voulez. Ça ne tourne pas dans le sens horaire. Et c'est plutôt important pour essayer de voir un peu ce qui se passe autour de la table. On regardera toutes les cartes posées au milieu, la plus forte valeur l'emportera, sachant qu'évidemment, chaque carte, comme je le disais, a un effet qui vient un peu renverser tout ça.
Pour l'anecdote, moi j'y ai joué à 3. Dès qu'on l'a reçu, je l'ai emmené chez moi un week-end et on s'est vraiment éclaté. On a fait des. Alors, moi, j'étais pas là. Ouais. Je dis oui, mais. Mais t'es au courant parce que je t'en ai parlé. On s'est vraiment éclaté. On a, je sais pas combien de parties on a faites, sans doute une vingtaine à la suite. Et puis voilà, quand il y a l'effervescence de cet enchaînement de parties, on commence à vraiment connaître tout, y compris non seulement les cartes, mais aussi la façon de jouer des autres. Et on se dit, ah, bah, s'il a mis ça face cachée, c'est qu'il a sans doute ça dans sa main. Enfin bref, on part très très loin et on s'est vraiment régalé. Et je me suis vraiment régalé sur ce moment-là. Je me suis beaucoup moins régalé quand je l'ai ramené au bureau, puisque là, tout de suite, j'étais un peu tout seul dans mon délire. Et c'est vrai que le jeu n'a pas pris ici. Pourquoi, comment, je ne saurais le dire. Mais Je crois que c'est la magie des jeux de société. Ouais, c'est ça. La mayonnaise n'a pas pris. Les mécaniques de bluff qui peuvent être apportées par cette carte face cachée, cette carte face visible, ou le passage du joueur actif n'a pas été compris non plus. Et finalement, j'ai moi-même pas réussi vraiment à le défendre parce que, en fait, je sais pas, moi je me suis marré, quoi. Ouais. Et là, ça n'a pas pris. Donc, un jeu en demi-teinte, mais voilà, que je garderai en mémoire pour ça. Le jeu est magnifiquement édité, hein. Vous avez des cartes, mais là, David Sidbon a fait un super boulot. Et puis moi, je suis un grand fan de Love Letter et de tous ces jeux-là, donc de toute façon, ça me parle quoi qu'il arrive. Mais tu as fait jouer plusieurs personnes, je crois. Du coup, tu as fait tester un peu toutes les configs. Ouais. Moi, je crois que j'étais pas là la première partie que tu as lancée, mais je crois que ça avait quand même marché. Tu jouais avec Célia et Marion, je crois. Oui, Et mais je vous voyais bien dedans. Moi, j'étais en train de manger à côté. Ouais. Et j'avais l'impression que vous passiez un très très bon moment. J'ai voulu y jouer. Moi, j'y ai joué. Moi, je comprends très bien pourquoi ça marche pas sur moi. Tu vois, moi, je trouve ça très proche de Love Letter dans la mécanique. Je vous ai vu vous éclater à Love Letter et à Love Letter Cthulhu récemment. Moi, c'est typiquement le genre de jeu où je passe complètement à côté. Et donc, du coup, je me tais là-dessus. J'ai rien à dire. Je vais pas critiquer, dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas mon genre de jeu. Donc, point barre. Et je pense que Epic Melee, c'est pas mon genre de jeu. Donc voilà, moi, je me prononce même pas dessus. J'ai pas aimé, mais je pense que je suis clairement pas la cible de ce genre de jeu. Donc du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai pas trop compris l'intérêt de cette mécanique de cut and choose qu'on retrouve de j'en mets une cachée, une ouverte. Ce que j'allais dire, c'est que moi j'aime bien ce genre de jeu et souvent ce que j'aime bien dedans, c'est le guessing. Et je trouve qui fait que je suis pas entré dedans, c'est qu'en fait le guessing je l'ai trouvé en tout cas limité, mais en jouant à 3. Je sais pas. Du coup, j'ai pas joué à plus de joueurs, donc c'est pareil. Mon avis est limité. Ouais, mais t'es un petit ordinateur, toi. T'aimes bien calculer, faire des stats et des trucs. Et là, du coup, t'as une part d'inconnu en fonction du nombre de joueurs qui va être très très grande parce que toutes les cartes personnages sont en 6 exemplaires, je crois, dans le deck, c'est ça. Ouais. On les distribue aléatoirement aux gens et donc du coup, en fait, tu peux pas vraiment compter ce qui a été distribué, savoir qui a quoi et qui peut sortir quoi à quel moment. Non, d'autant que même à 6, il y a une grosse partie du paquet de cartes qui n'est juste pas donnée et qui reste inconnue. Du coup, effectivement, il y a une inconnue constante pendant toute la partie sur la carte face cachée. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu refroidi aussi. D'autant que c'est un jeu qui est souvent comme un 10+. Et pour moi, si on est en 10+, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même cette notion de guessing qui soit un peu plus importante. Ça aurait été intéressant que c'est ce que tu proposais, que la quantité de chaque personnage dépende de la configuration, par exemple. En tout cas, qu'il y ait une ou deux cartes retirées, mais pas davantage, pour qu'on puisse essayer de deviner par rapport à ce qu'elles seront déjà mis de face visible ou pas, par exemple, ce qu'elles peuvent avoir en main et s'adapter à ça. Alors que là, on est dans un pur jeu d'ambiance. Ouais. Moi, j'aime bien Love Letter à 2, par exemple, parce qu'à 2, il y a une part de tension, d'autant qu'on dévoile souvent, après tout le deck, on sait à peu près ce que l'autre peut avoir en main et ce qu'on craint dans la main de l'autre, alors que là, on peut tout craindre parce que tout le monde peut avoir n'importe quoi. Moi, ça m'a beaucoup rappelé Le Roi des 12, d'ailleurs illustré par Robin Lagoufune, qui est un bordelais. J'étais passé à côté du Roi des 12 aussi, donc tout est cohérent. Mais dans Le Roi des 12, l'intérêt, c'est que tout le monde avait la même main de cartes initiale, ce qui donnait aussi une petite rigueur qui était intéressante, et qu'on avait l'influence sur un dé qui était devant nous, pour avoir une valeur plus forte que les autres. Et du coup, il y avait un côté matériel aussi qui était sympa, parce qu'il y avait ce beau gros dé devant nous sur lequel on avait un impact, et puis manipuler des dés, c'est toujours un certain plaisir. Voilà, donc moi, je l'ai trop comparé du coup à cet ancien jeu, Le Roi des 12. J'avais participé à la traduction, j'avais vraiment beaucoup joué à ce jeu-là. Et pour moi, c'était pas tout à fait favorable. La comparaison n'était pas favorable à Epic Melee, mais voilà, sans doute aussi parce que c'est pas tout à fait mon type de jeu et que du coup, j'avais des attentes d'un tout petit peu plus de rigueur, aussi nées du fait que ça soit un 10+ et un jeu soif. Qui n'ont pas été totalement satisfaites, mais voilà, parce que je suis pas le public et que j'avais sans doute mal calibré mes attentes aussi. Mais non, je pense, au final, je pense qu'il est très adapté pour les gens qui aiment bien les jeux très chaotiques avec des pouvoirs. Il va se passer plein de trucs un peu what the fuck et c'est pas possible de prévoir, d'être calculatoire, mais c'est pas grave en fait. Je pense qu'il y a un côté ça passe sous sa casse. Alors après, moi je connais très bien les deux larrons avec qui Enrique a joué parce qu'il nous a déjà présenté et parce que pour ceux qui ne savent pas, Enrique a un passif de vendeur en boutique de jeux
physique. Donc du coup, il était devant des clients tous les jours et c'est 2 de tes anciens collègues Ouais. avec qui tu as joué à ça. Donc des gens qui ne sortent pas de nulle part et qui ont déjà joué à beaucoup de jeux et qui ont de l'expérience et dont je respecte les avis en plus. Donc quand Enrique me dit on a passé à nous 3 un très très bon moment, je le crois. Je me dis pas ah bah t'as pas compris ou voilà. Donc je pense que le jeu est ultra clivant. C'est ça ma conclusion. Et voilà. Donc je pense que ça va plaire à des gens. Je pense qu'il y en a d'autres que ça va refroidir. Et voilà. Bah après en même temps ça. Et c'est pas grave. Preuve de caractère quoi. Voilà, exactement. C'est 15 €. Ça veut dire C'est quoi 12,90 €. C'est C'est vraiment pas 12,90 cher pour l'édition que ça, je trouve. 12,90 Ouais, en €. plus, Ça sort le 20 mars. Ça Ok. sort merci, j'avais Merci, plus l'info. 20 mars, 12,90 €. Oui, franchement, il n'y a pas une grande prise de risque, quoi. Oui, Tentez-le, non, honnêtement, tentez-le. Je suis d'accord. Bah, Et pour le- ceux, ouais. Le duo concepteur-illustrateur, c'était les mêmes qui avaient fait notamment Greenville 1989 et surtout le très très bon, je trouve, Paris 1989, qui sont des jeux qui ne sont plus édités, qui n'existent plus, mais qui étaient des vraies propositions vraiment fortes. Ouais. Et qui a fait sur Traces de Marie Curie aussi, mais je trouve que Paris 1889, c'était vraiment Il- un exemple de game design original et intéressant. Il n'est pas réédité par, à ma par connaissance. Chèvre De quoi, Greenville Non, Paris 1800. Ah non, 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 c'est un autre- pardon. c'est un autre jeu. Parce qu'il y Ah, a tu pas- il y a confonds pas avec ce qui- Exposition Universelle. Parce que oui, Ouais. Exposition n'est pas. Ouais. J'ai pas entendu le début de discussion. Pardon. Et Fabien, bah, du coup, là, c'est pas grave, on a joué à Moi, je vais vous présenter. 2 jeux de Wolfgang Kramer. Ça, je vais vous présenter 2 jeux, mais je me suis rendu compte, T'as après oublié qu'on ait une lancé le live, que j'ai Pas oublié de prendre la deuxième boîte. La majeure partie des gens nous écoutent et ne nous voient pas forcément. Mais donc, du coup, Flo passera des images c'est très bien. de la seconde. Enrique a présenté 2 Wolfgang tout à l'heure. Moi, j'en présente qu'un, mais 2 jeux de Wolfgang. Ouais. En premier, Bloom, qu'on aime bien en type de jeu, appelé avec Vincent des jeux pour grands-parents. Ouais. Dans le sens où. On dit pas ça, on dit des jeux pour mamie. Oui, Quand mais on en je parle voulais, entre nous. je voulais être consensuel. C'est mignon, mamie. Hein. C'est, Les jeux Oui, de mais ça vieux. peut être aussi Des pour jeux les, pour ça peut Vincent. être pour les, ça peut être pour les papis aussi. Globalement, Bloom, c'est un jeu où on va poser. Enfin, il y a 100 tuiles. Dans le deuxième jeu, il y aura 100 tuiles aussi. Wolfgang. Bref. il y a un truc avec Il y a un les truc avec les 100 tuiles. Notre objectif, ça va être de poser des tuiles qui sont numérotées de 1 à 100, les poser sous forme de suite. Ça va nous faire marquer des points. Chaque tuile rapporte plus ou moins de points et on marque l'ensemble de points qui sont marqués sur les tuiles qu'on va poser. Le petit twist, c'est qu'on va pouvoir réutiliser les tuiles que nos adversaires ont posées avant pour constituer nos suites. Du coup, ça en fait un jeu qui est globalement plutôt apaisant parce qu'il y a quand même pas trop d'affrontements, mais quand même un peu de stratégie, enfin plutôt d'opportunisme dans la sélection dans le fait de réutiliser les tuiles des autres. Moi, c'est un jeu auquel j'ai joué qu'une seule fois quand on avait été invité chez BlackRock, justement, quand on avait testé Flip 7, je pense. J'avais beaucoup aimé. Vincent n'avait pas aimé parce que je l'avais défoncé. Mais je crois que depuis, Vincent, tu y as pas mal rejoué en famille et que Je trouve que c'est un côté très réconfortant comme jeu. Faut être honnête, moi la DA ça va pas du tout. La boîte est oversize par rapport au jeu. Je sais pas si on va pas l'ouvrir, mais vous avez un sac de jetons et en fait le sac de jetons suffit. Mais ça a un côté les jeux d'antan quand on vendait la promesse à un jeu de 7 à 77 ans. C'est exactement ça, quoi. C'est un jeu où vous pouvez jouer avec vos enfants et vos beaux-parents ou vos parents. Et en fait, ça va marcher, tout le monde va comprendre les règles. Ça a un côté. C'était le Rumicube, c'est ça qui ressemble beaucoup à ça, Enrique, Ouais, si je dis pas de bêtises. Bloom ressemble vraiment au Rumicube. Et donc voilà, c'est facile à comprendre pour les gens et c'est plein de repères. On comprend très très vite ce qu'on doit faire et c'est très facile à partager. Est-ce que j'y rejouerais sans mes beaux-parents et sans mes enfants ? Non. En solo. En solo, certainement pas. Non, mais j'y jouerais pas en duel avec ma femme. J'y jouerais pas que avec ma fille, tu vois. Ouais. Même si elle pourrait me demander ça. Mais par contre, ça a ce côté très très fédérateur. Les jeux d'antan de 7-77 ans, quoi. C'est vraiment, ça me fait penser à ça, quoi. Et il y en a besoin de jeux comme ça, un peu comme Lucky Numbers quand il est sorti, tu vois, qui avait ce côté-là. À ce titre-là, je trouve que c'est intéressant. Et moi, j'aime bien quand il y a des tuiles en bois dans des jeux. Voilà. J'attends impatiemment la version Legacy qui aura un mode campagne et qui va s'appeler Bloomhaven. Oh, vite. C'est maintenant, Flo. c'est ton moment. Allez. Merci, Flo. Sois plus réactif la prochaine fois. Il faudra travailler les. Le tempo, tu t'es endormi, Flo. Il n'avait pas compris qu'il faisait une blague.
Et du coup, deuxième jeu avec un nom spectaculaire qui s'appelle Grabuge chez les Dahus. Je vous dirai pas le nom en allemand parce qu'il est très dur à dire et en plus, j'arrive plus à me relire. Donc, vous pourrez le lire, il est écrit sur notre fiche produit sur le site. Je reviens sur Bloom 2 secondes, ça sortait le 20 février. À Merci. 22,50 €, ce qui est quand même un prix très bas pour Oui. Et la quantité de 20,25 tuiles. avec le pass Ludovore. C'est pareil pour Grabuge chez les Dahus. Mais ça sort le 29 mai. Ouais. Merci Flo. Ouais, on y a joué très très en avance du coup, Grabuge chez les Dahus. Parce qu'il Oui. sort dans très très longtemps. Oui, parce que pour l'anecdote, on est voisins de Matago. Je sais pas si Anecdote on qu'on va vous répéter chaque semaine. je suis pas là à chaque fois du coup. Mais je sais, je rigole. C'est pas contre toi. Et du coup, Grabuge chez les Dahus, c'est un jeu qui est sorti il y a un bon bout de temps en Allemagne, qui avait été recommandé au Spiel en 2005, mais qui me semble, je dis peut-être des bêtises, mais on n'a pas réussi à trouver d'informations. Non, il a comme pas quoi été localisé en jamais, France, jamais été visiblement, localisé en France. Donc, c'est une localisation 21 ans plus tard. C'est un jeu qui s'inspire très 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 forcément de... Je suis en train de bugger. C'est ce qui prend. C'est ce qui prend. Dans le sens où, enfin voilà, ça reprend, à part que c'est des tuiles à la place des cartes, ça reprend clairement la mécanique où tout le monde joue en même temps. On met des tuiles les unes après les autres en respectant l'ordre ou pas, parce qu'il y aura des variantes. Et celui qui dépasse la limite, il se prend des malus. Et à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le moins de points. Voilà. Là, les différences avec ce qui prend, c'est qu'en fait, on joue sur un plateau, que on va jouer que sur 4 lignes du plateau, mais à chaque fois qu'on tombe, on monte, en fait, on gravit vraiment une montagne. Et certaines montagnes vont avoir des pouvoirs spécifiques qui s'activent, comme devoir poser 2 tuiles en même temps, ou même inverser les règles du jeu. Quand on tombe, on gagne des points au lieu d'en perdre. Donc ça en fait une alternative plutôt sympa à ce qui prend. C'est pas révolutionnaire. Le positionnement thématique est Surprenant. surprenant, mais En même vrai, temps, après, du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que ça date de 2005. Le visuel de 2005 était quasiment le même que celui de maintenant, parce que du coup, on est retourné sur la jaquette originale. Et moi, je trouve que ça n'a pas trop vieilli, la boîte. Après, Grabuge chez les Dahus, on en a parlé à l'équipe de Matago. C'est vrai que c'était long comme nom. Mais c'était long en allemand aussi. Mais voilà. Non, mais c'est un jeu franchement très sympa. Enfin, on a passé on a passé un super bon moment, mais Si- parce qu'on est une équipe super rigolote. Et voilà. Sauf Après- sur Epic Melee. Non, mais après, pas tous. Tu vois, par exemple, je crois que c'est C'est Enrique qui n'a pas du tout passé un bon moment. Enrique et Pauline sont pas entrés dedans, et je pense Ouais. qu'à mon avis, ils sont pas fans de ce qui prend non plus. Et du Oui. coup, voilà, c'est Si, si, non, pour le coup, le jeu est bien. En vrai, le jeu est bien, je trouve qu'il est trop long. Oui, Juste ça. on est d'accord que ça aurait pu se finir. un Ouais, peu mais on vite. était 6. Peut-être que le fait de jouer à 6. Ouais. Après, ça joue de 2 à 8. Voilà. Oui, Non, c'est mais ça. ouais, moi j'ai passé un très très bon Si. moment. Après, oui, c'est pas révolutionnaire parce que c'est 6 qui prend avec encore plus de chaos, quoi. Mais Mais si vous êtes fan de ce qui prend et Ouais. que vous voulez un peu renouveler vos expériences de jeu, bah voilà, c'est pour moi plutôt un. Et encore choix une fois, il y a sympa. des tuiles en bois de 1 à 100, comme dans Bloom. Voilà. On pourrait faire une version géante C'est- de ce jeu avec les tuiles de Bloom. Mais c'est le même auteur, hein, c'est ça. C'est le même auteur. C'est crame. Vous savez ce qui est Ouais. trop long aussi? Ce podcast J'ai peur de ce que tu vas dire. J'ai regardé J'ai- l'épisode 2 Oui, de c'est- d'accord. A Night of Seven Kingdoms. nous mets pas de bande-annonce, s'il te plaît. Ok, c'est tout pour. On a joué à d'autres jeux dans la semaine, mais on vous en parlera plus tard parce que on a joué à des choses très 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 bien. Mais on attend que tout le monde y ait joué pour vous en parler un peu plus en détail et prendre le temps d'en parler. Donc on a encore plein de choses dans l'étagère de la pièce d'à côté où on teste nos jeux, dont on vous parlera très prochainement dans les semaines à venir. On passe aux sorties de la semaine. Juste, Ouais. Il y a Pardon. aussi, je sais plus si tu en as parlé, mais il y a Origin Story sur la table dont on parle pas parce qu'Enrique sort une vidéo. Bien sûr, on va en parler. Si on en parle. Ah, on en parle. Je suis sûr, on en parle dans. Et la vidéo est déjà sortie. Je euh, continue. Dans 3 minutes. Je continue à me dire. En plus, la vidéo est déjà sortie. C'est Phil Toons qui sort. Bon, ce coup-ci, je m'en vais vraiment. Bonne soirée tout le monde. Sans- C'est très long. Donc sortie principale de la semaine. Alors je pense que tous ceux qui le veulent l'ont déjà précommandé parce qu'on avait un nombre de précommandes hallucinantes dessus. C'est la nouvelle extension de Denis Imperium qui s'appelle Lignée. Siegfried, je te laisse nous la présenter brièvement s'il te plaît. Ouais, tout à fait. Malheureusement, j'ai pas pu y jouer encore, mais elle contient 9 leaders qui sont plus complets que les leaders de Uprising. Une super mécanique de Sardaukar qui renouvelle complètement les combats et qui surtout dynamise les cases qui ont souvent laissé de côté, puisqu'on les pose lors de la mise en place.
sur certains emplacements. Et la première personne qui va sur ces emplacements peut les recruter. Et c'est la seule manière de les recruter. On ne les renouvelle pas au cours de la partie. Donc c'est avec une petite mécanique de moteur qui est vraiment très maligne, très chouette, voilà, qui surtout permet de rééquilibrer les cases qui sont a priori moins intéressantes pour certaines personnes. Des technologies qui rappellent X, mais qui sont aussi plus faciles à récupérer. Quelques cartes qui tentent de rééquilibrer des micro-soucis qu'on peut sentir sur les espions ou l'équilibrage des différentes factions, par exemple. Voilà, c'est surtout intéressant parce que voilà, on voit un souci de correction et en fait on passe d'une Imperium qui était presque à méritrage par certains aspects à une ambition à force d'extension et surtout avec Uprising, Insurrection en français, pardon, à quelque chose de beaucoup plus rigoureux et de beaucoup plus compétitif. D'ailleurs, comme toutes les extensions, elle est compatible à la fois avec d'une Imperium et d'une Imperium Insurrection. Et dans les faits, y compris pour l'équipe éditoriale, c'est plutôt Dune Insurrection qui est vraiment la V2 et la vraie version finale de Dune. Et donc, ces extensions sont plus satisfaisantes pour Insurrection. Il faut laisser pas mal d'éléments de côté pour jouer au premier Dune et rajouter de la rigueur ou de la modularité au premier Dune, ça n'a pas forcément de sens puisque c'était pas autant la philosophie du jeu. Donc voilà, c'est une super extension pour Insurrection d'après tout le monde. Beaucoup disent que c'est vraiment la meilleure extension, qu'elle est absolument définitive, que le meilleur combo, c'est Insurrection, Immortalité avec lignée. Et un super bonus pour les gens qui ont le premier Dune, qui ne veulent pas sauter le pas du deuxième, mais qui veulent ajouter qui veulent renouveler notamment l'intérêt de certaines cases. Flo, ça te donne envie? Je sais pas quoi répondre. C'est un running gag sur Dune. Et je vais jouer avec Logan de Gigami. Ah oui, c'est vrai. Merci Siegfried. Autre grosse sortie de la semaine, on vous en a déjà parlé 255 fois. Enrique arrête pas de faire des vidéos sur le sujet. Il en a encore tourné une... Non mais arrêtez. Qui sort ce dimanche. Cette semaine, Fabien vient à annoncer un teaser, donc du coup, oui, on en parle. Origin Story. Ça y est, il arrive cette semaine. Enfin. Eh oui, j'en ai fait une vidéo en effet en décembre, je crois. Ouais, c'est possible. On venait de recevoir la boîte et le jeu nous a tout de suite. On venait de voler la boîte à Matago. On a volé la boîte à toujours Matago. pas rendu d'ailleurs. Oui, bah oui, ils y ont toujours pas joué d'ailleurs. Et on a immédiatement joué 10 fois. J'avais fait un article, on a fait une vidéo. Enfin, vraiment, il y avait un enthousiasme communicatif assez rare dans l'équipe. Donc, ouais, c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Hein. Allez voir la vidéo d'Enrique, elle est géniale. Voilà, donc, un jeu de pli signé Stone Meyer Games, un jeu de pli avec twist. Je le présente dans la vidéo comme étant un jeu de pli qui va avoir des mécaniques de tweak qu'on retrouve notamment dans Balatro ou dans des jeux comme Miams. Oui. Donc un jeu de pli classique, sauf que ça va partir dans tous les sens parce que vous allez débloquer plein de pouvoirs dans tous les sens et c'est super bien illustré par Clémentine Campardou, magnifiquement illustré avec ses belles aquarelles qu'on avait déjà vues sur Wyrmspan, bien sûr. Tout à fait, et dans l'Académie des drogues. Et dans oui, l'extension. bien sûr. C'est tout. Oui. C'était un coup de cœur général de toute l'équipe. Je pense qu'on avait tous dit qu'on avait adoré. Mais visiblement, ça reste quand même un peu clivant. Ceux qui n'aiment pas se faire détruire un moteur ou leur stratégie n'ont pas aimé. Je me rappelle avoir lu l'article de Gus qui en parlait et qui visiblement s'est fait défoncer à sa partie parce qu'il l'avait mauvaise quand il a écrit l'article. Ah ouais. Mais voilà, donc je pense que ça peut avoir ce défaut-là. Si vous aimez pas la compétitivité et un aspect un peu chaotique où on va détruire une stratégie que vous avez essayé de monter, ça peut vous faire du mal. Mais c'est une question de point de vue. Surtout moi, si vous êtes fan de jeux de pli rigoureux, c'est oui, sûr que là, c'est le côté engine building peut vous décevoir. Ouais. Par contre, étonnamment, on a toujours eu des scores relativement proches les uns des autres à chaque partie qu'on a faite et pourtant on a beaucoup joué. Donc malgré tout ce côté chaos, en fait, quand on gère bien, on a plein d'effets totalement asymétriques les uns par rapport aux autres, mais on arrive quand même à des résultats qui sont relativement proches. Ça dit quand même quelque chose d'un travail d'équilibrage qui n'est pas la priorité du jeu, mais qui a été fait. Ouais, moi, je suis un grand fan de belote, tarot, etc. qui sont plutôt rigoureux et j'ai quand même adoré celui-là. On est d'accord. Non, c'est un très très bon jeu. On vous le conseille vivement. Son seul défaut, à la limite, ce serait sa couverture qui ne laisse pas assez parler du jeu. On en parlait dans la vidéo, Siegfried en parlait dans son article. Et les quantités disponibles. Et les quantités disponibles, parce qu'en effet, il n'y en a pas beaucoup. Mais je crois qu'il y a déjà un reprint qui a été lancé qui ne devrait pas tarder à arriver plus en mars. Et on a déjà une extension qui est prévue en VO, donc qui sortira sans doute en VF l'année prochaine. Oui, donc c'est un jeu qui a déjà un suivi anglophone. Voilà, on l'a déjà dit 1000 fois, c'est génial. Origin Story, sautez dessus parce qu'il va pas avoir du stock pour très très longtemps. Je sais même pas si on en a en stock en fait au moment de l'arrivée. Si, on a déjà fait beaucoup de précommandes dessus. Et ça va pas rester longtemps en rayon, je pense. Autre sortie de la semaine, un jeu plus familial à Maroc qui sort chez Subverti, un jeu de Charlène Chaps, donc Subverti qui avait sorti Symbiose l'an dernier, un Symbiose qui a très très bien marché. C'est un jeu au même format de boîte, même prix, même taille de carte, donc si vous avez des très très grosses mains, vous allez adorer à Maroc parce que c'est des très très grosses cartes. Voilà. Et alors, je vais vous parler un peu plus du jeu, parce que c'est pas ses seuls atouts. Allez. Alors, on se propose qu'on en reste là.
Dans Amarok, votre objectif, ça va être soit de réussir à faire la plus grande somme de cartes ou la plus petite somme de cartes avec les 2 cartes qui vont être posées face à vous. Cet objectif, il va changer en fonction d'une carte plus/moins qui va pouvoir switcher en fonction de différents pouvoirs de cartes. Quand vous arrivez à avoir ce plus grand score ou ce plus petit score, vous allez gagner une manche. Le premier qui aura réussi à gagner 3 manches l'emportera. La petite subtilité du jeu, c'est un jeu qui ne ressemble à aucun autre, mais qui en même temps s'inspire de beaucoup. Parce que vous allez avoir un petit côté Anabi, mais en compétitif, parce que vos cartes vont être tenues. Au début, vous les tenez à l'endroit et vous connaissez votre main, et au fur et à mesure de la partie, plus vous allez marquer de points de victoire et vous allez remporter une manche. À la seconde manche, par exemple, il y a une de vos cartes qui va être retournée dont vous n'avez pas connaissance. Et à la dernière manche, vous avez vos 2 cartes dont vous n'avez pas connaissance. Et quand vous jouez, vous pouvez jouer des cartes de votre main, comme des cartes de la rivière, comme des cartes de la main de votre adversaire. Donc à mon tour de jeu, je dois poser, le but d'une manche, c'est avoir 2 cartes visibles en face de soi et on fait l'addition, et c'est soit la plus petite valeur, soit la plus grande valeur qui gagne. À mon tour de jeu, je peux soit jouer une carte de ma main, que je la connaisse ou que je ne la connaisse pas. Je peux jouer une carte de la main d'un adversaire, que je la connaisse ou que je ne la connaisse pas. Ou je peux jouer une carte de la rivière, que je connais forcément, ou de la pioche, que je ne connais forcément pas. Et les cartes peuvent avoir des petits pouvoirs. Détruire d'autres cartes autour de la table, changer le sens, changer l'objectif. Et je crois qu'il y a un troisième objectif, c'est les cœurs. Il y a des cartes avec des cœurs qui peuvent fonctionner en couple et qui vous font créer une victoire immédiate. Moi, j'ai trouvé ça super original, ça m'a plu. Je sais que c'était pas forcément un plébiscite autour de la table et que tout le monde n'a pas eu la même vision du jeu que moi. Moi, je trouve que la proposition est super originale. J'ai envie d'en parler. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Moi, je le trouve chouette. Donc, Charles & Chaps, illustré par Baptiste Pérez. Ça sort chez Subverti. Je vous laisse en dire un mot parce que vous y avez tous joué avec moi. Moi, j'y ai pas joué, mais ça m'a donné envie d'essayer. Ouais, mais c'est parce que je suis un très bon vendeur. Oui. Non, j'ai pas été trop convaincu. Ouais. J'ai un peu subi la partie. J'ai l'impression que. Est-ce que tu essaies pas de te venger des critiques que j'avais fait sur Epic Melee ? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, pour le coup, j'ai l'impression. Non, mais après, je dis ça après une seule partie. J'ai l'impression qu'en fait, le fait de gagner une manche te donne un handicap, d'accord ? Oui. Et tu vas cumuler comme ça 2 handicaps et ta troisième manche gagnée, tu l'emportes. J'ai l'impression que le handicap est tellement énervé, enfin, en tout cas, tellement avantageux pour les adversaires qu'au final, on va tous se retrouver à gagner 2 manches, tous avoir le handicap total qui est en fait de ne pas avoir ses cartes et que la dernière manche va se jouer à la chance en fait. J'ai plus envie d'y jouer. Donc je dis ça après une seule partie, mais moi j'ai pas passé un moment de fou, j'ai vraiment l'impression de subir un peu toute la partie, quoi. Les goûts et les couleurs. Non, mais ça vaut le coup d'en refaire 2-3 parties. Moi, je pense que c'est un jeu où il faut. Bah, tu vois, ce serait un jeu à 80 €. Je dirais non. Ouais, moi aussi, à 80 balles, je dirais non. Il y a des grosses cartes. Non, mais un peu comme Epic Melee, c'est un jeu d'ambiance qui est complètement assumé. Il y a un côté hasard de la pioche qui est injuste et qu'il faut accepter. Pour moi, c'est un vrai jeu de bar sans prise de tête qui peut être vraiment électrique dans son chaos et dont l'ambiance dépendra des personnes qui sont autour de la table avec vous. Mais qui a l'avantage effectivement d'avoir quelques idées malines qui changent un peu, qu'on n'a pas l'impression d'avoir tant vu que ça. Et à partir du moment où on accepte de ne pas être trop exigeant, de toute façon, c'est un peu comme Epic Melee qui notait fan. Là, il y a noté, c'est écrit jeu d'ambiance derrière. Donc, il y a du bluff, il y a la déduction, mais c'est un jeu d'ambiance. Pour moi, son seul défaut, c'est la couverture qui peut laisser penser qu'il est un peu plus sombre et un peu plus stratégique que ça ne l'est, alors que c'est vraiment un pur jeu d'ambiance. Mais si on le prend comme un jeu d'ambiance, je pense qu'on peut en accepter les idées qui sont quand même relativement malines pour ce genre de genre et qui... Même comme tu disais, je suis assez d'accord sur le fait que effectivement les malus sont tellement énervés qu'en fait tout le monde va un peu arriver au même stade. C'est pas très grave parce que même si tout le monde gagne une partie puis en gagne 2, la partie dure quand même 20-30 minutes grand maximum. Donc ça se prête très bien à ce genre très spécifique des jeux de bar et à mon avis il marque pas mal de points dans cette catégorie. C'est vrai qu'ils auraient dû mettre sur la boîte des petits loups rigolos qui se cachent les yeux comme ça. Ça aurait été plus dans le thème. Mais c'est pas le cas là. On a des griffures agressives pour ceux qui ne voient pas l'image. Mais voilà, non, mais moi je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil. Autre grosse sortie de la semaine. Alors, je n'ai même pas besoin de le présenter parce qu'il s'en est vendu des millions de boîtes, sans exagérer, je pense. Hitster, qui nous sort 2 nouvelles boîtes. Hitster Plaisir Coupable. Donc, du coup, Hitster, pour rappel, c'est le timeline de la musique. Donc, du coup, vous devez réussir à reclasser des hits par ordre chronologique. Plaisir Coupable, du coup, c'est que des titres un peu pourris dont on a honte. Voilà. Tout est dans le titre. Et une seconde qui sort en version boîte standalone, alors que la deuxième sortie, c'est Urban and Hip Hop. Je déteste le thème urban pour la musique. Mais bon, bref, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, du coup, de la musique urbaine et de la musique hip hop, et qui, lui, sort en format extension. Donc, il y a juste moins de cartes. Mais voilà, pour renouveler vos parties de Hitster
Et on a plein de choses qui sortent en vrac également. Cette semaine, j'ai laissé la parole à Enrique sur le sujet parce que moi, je les ai pas. Je me rappelle pas. Oui, je vais aller très vite là-dessus. Je vous fais tout le reste. Là, on vous a fait le point sur les sorties marquantes, mais cette semaine sort aussi tout un tas de choses. Une key, et c'est un strike, c'est dans un jeu qui est issu de la gamme Funbrick, si vous vous rappelez, 5 mm, 3 secondes, les jeux chez Yellow. Là. Ah oui. Voilà, un nouveau jeu dans cette gamme-là. Vous aurez aussi Bloops chez Zygomatic. Un jeu avec des poissons. Oui. Discat chez Luby. Un jeu avec des chats. Stop. Vous avez les petits upgrades sympathiques pour ceux qui aiment les chroniques de Drinagor. Là, ça arrive, ça faisait longtemps qu'on les attendait, ces trucs-là. Ouais. Je sais qu'on a pas beaucoup de précommandes là-dessus. Un jeu avec des dragons. Oui. Les enfants de la résistance chez Le Lombard, tiré de la bande dessinée du même nom. Un jeu avec des Allemands. Et des enfants. Bah, attends. Et des Et les enfants. Très bonne bande dessinée pédagogique. Magna Roma chez Arcona. Marvel Crisis Un jeu avec des Protocol. pizzas. ou des Romains. Marvel Crisis Protocol, vous avez 2 nouvelles boîtes, une avec Adam Warlock, Moondragon et Khazar, et une autre Fais exprès de parler vite pour plus qu'on je vais tracer. Et une autre avec les Sentinelles. Vous aurez aussi, alors la grosse sortie là, on a eu beaucoup de précommandes là-dessus. L'extension Les Terres oubliées pour Navoria chez Silex. Chez Silex toujours Usual Crapules. 3 puzzles chez Yellow, 3 nouveaux puzzles, des puzzles 1000 pièces si je dis pas de bêtises, illustrés par Jakub Rosalski, qui est ni plus ni moins que l'illustrateur de Sight. Voilà, de là c'est l'expédition. pour Ils dire sont quelque- magnifiques Voilà, ces puzzles. c'est très, Je les très veux, je les veux. Et ils ont l'air très durs par contre, parce qu'on est dans des nuances de gris. Ah ouais. Gris blanc, voilà. Gris blanc, noir, On est gris, là-dessus. gris, grand. Railroad Tiles chez Yellow, donc c'est la version pose de tuiles de jeu Railroad avec des Inc. Exact. Une extension pour Talisman. On passe au jeu de rôle chez Black Book Edition. Vous avez un nouveau supplément pour Shadowrun 6 qui s'appelle Ombre et Lumière Il Paris. y en a un chaque semaine, je crois. Ouais, là ils sont en train, parce que en fait, si tu veux, ils sortent le financement participatif qui comprend en général 3-4 suppléments, et après le distributeur les sort un à un toute la semaine. Ça se tient. Ce qui est le cas aussi pour Pathfinder avec Mystère divin des prédictions perdues, un supplément de lore. Et enfin côté TCG, One Piece, l'OP. Dis-le en ASMR pour que les gens n'entendent pas. Et enfin côté TCG, One Piece, OP14, les sets de la mer d'Azur, référence bien sûr au set Corsair, au set Grand Corsair, Ouais. le nouveau set pour One Piece. Mais je pense que c'est même pas la peine d'aller sur le site. Il y en aura déjà plus quand vous irez consulter la fiche. Si, produit. c'est. Non, si, One Piece, il y a D'accord. du stock. Ouais, One Piece, ouais. Ok, c'est pas très un, on n'est pas dans de la collectionnite à la Riftbound Ok. ou Pokémon. One Piece a été compliqué au début. Ouais, j'avais l'impression que les scalpers et les collectionneurs commençaient à basculer sur One Piece ces derniers temps. Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ok, très bien. Bon, alors on en a. J'ai rien dit. Logiquement, vous devriez trouver des choses. Ouais. Ok. Il y a le gars de leur portefeuille pour Riftbound. Ouais, bah, pas chez nous. Hein. Vous n'attendez pas. Oui, Il y en a. c'est ça. Voilà. Parce que les rebounds chez nous, ça part aussi vite que ça vient. Bah, ça vient pas vite et ça vient pas en Ça grande vient quantité pas surtout. vite et Ouais. ça part très vite. On en a fini pour tout ce tour des nouveautés pour cette semaine. Dans petite news que tu as oublié dans ton conducteur, Ah oui, qu'on avait très bien. parlé, il y a les EGA Awards qui sont tombés Ah oui. hier aussi. Comme on a parlé du Diamant d'Or, ça paraît J'avais prévu de te dire que je voulais plus qu'on en parle. Du coup, vas-y. trop tard. Donc, l'Expert Game Awards a annoncé ses nominations hier, 1 heure après Ouais. la cérémonie de l'As d'Or. Donc, c'est des jeux qui sont. C'est vraiment la niche experte. C'est vrai, ils ont carrément des critères. Il faut que ça soit plus de 3 sur 5 sur BGG. En fait, ce sont des 4 sur 5 sur BGG. Pratiquement 100 facteurs chance, idéalement. Sorti en 2025, y compris en VO. Donc, c'est un peu les mêmes critères que le Diamant d'Or. Donc, on a 4 nominations. On a Speakeasy, le nouveau Lacerda. Quayside, qui était aussi au Diamant d'Or. Sweetlands. Et Voynich Puzzle, le nouveau Denis Garcia, donc l'auteur qui sort en même temps d'Aitoshi, et qu'on avait beaucoup aimé pour Windmill Valley notamment et Barcelona. Tout à fait. Ouais. Et on a déjà prévu un plus gros article avec interview du responsable de l'Expert Game Award quand le prix sera décerné. Ouais, et donc le GA qui est une version un peu belge du Diamant d'Or, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est des Namurois. Oui. Tout à fait. Merci Siegfried et désolé pour l'oubli. On termine la deuxième fois N'est devient pas coutume. coutume, ouais. Non, la deuxième fois devient coutume. Ouais. On va terminer par des recos par en carton. Du coup, est-ce qu'il y a un produit culturel que vous avez découvert cette semaine ou il y a très très longtemps dont vous souhaitez nous parler, vous souhaitez partager avec les auditeurs de Décousu? C'est le moment ou jamais. Enrique, je te laisse la parole et à toi. Oui, un petit jeu indé, Oh bah dis un donc, petit jeu vidéo, un petit jeu vidéo indé qui on s'appelle. vous l'a dit, toujours les mains dans les manettes, ce petit Enrique. Et pas que dans les manettes. Pardon. Allez, j'enchaîne. Sans transition. Sans transition. Is this seat taken? Très dur à dire. Is this it taken? Cette place est-elle prise?
Ah, d'accord. Ah, Is This Seat Taken? Cette place est-elle Ok. disponible? Voilà, c'est le nom de ce jeu vidéo indépendant qui est très marrant. C'est un jeu dans lequel en fait vous allez, c'est un jeu de logique en fait. Donc dans lequel vous allez simplement avoir plein de petits personnages qui vont tous avoir des petits prérequis. Vous allez être dans le bus. Ah ben moi, je veux être absolument à côté d'un enfant. Ah ben moi, je prends mon goûter, je veux faire du bruit en marchant. Ah ben moi, je déteste le bruit quand je suis dans un bus. Moi, je veux monter à l'avant du bus. Moi, je suis plutôt dans l'allée centrale. Et donc, Ok. va falloir placer tous ces petits C'est un jeu personnages. pour les wedding planners, quoi. Ouais, c'est pour les plans de table et c'est de l'organisation. Et puis évidemment, vous avez énormément de niveaux et dans plusieurs décors différents parce que vous allez aller au cinéma, vous allez aller dans des restaurants, dans des musées. Et l'idée, ça va être d'avoir tous ces personnages. Ils vont être de plus en plus nombreux. Et il va falloir tous les placer pour satisfaire en fait tout le monde. C'est hyper stimulant, c'est très mignon. Il y a un scénario qui est débile. Mais qui est fun. Enfin, je trouve ça très très bien. C'est sorti il y a 6 mois à peu près, et je me fais 1 ou 2 petits niveaux tous les soirs. Là, j'aime beaucoup. Et pour le coup, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ou qui ont déjà utilisé cette mécanique. Il apporte quoi Ah bah ça alors, m'intéresse de nouveau. Ou alors c'est juste qu'il fait très bien tout ce qui marche très bien. pour le coup, en jeu vidéo, moi, j'ai pas connaissance de ça. Je sais qu'il y avait certaines énigmes dans Professeur Layton qui marchaient comme ça, mais après, je vois pas. Donc, moi, sans le côté positionnement, mais tu vois, avoir un truc où tu as des clients qui viennent, faut réussir à répondre au plus vite à leur demande, s'organiser. Non, En là, fait, c'est pas du tout un jeu de rapidité, c'est vraiment de la réflexion pure. C'est-à-dire que Ah, les demandes d'accord. sont tellement incompatibles, en fait, Ouais. D'accord. c'est de l'opti pur, que quoi. c'est de l'optimisation Ah, c'est de l'opti, ok, et d'accord. il faut satisfaire tout le monde. Un peu dans ce que tu avais dans le jeu de société avec les photos, la photo du siècle, le cliché du siècle. T'avais d'accord. ça un peu. Ok. Ouais. Ouais, ça a l'air cool. C'est sur quoi? Toutes les plateformes, je crois que c'est même sur iOS et sinon sur Switch, PS5, PC, partout. D'accord, très bien. Je vous rappelle que Apple Pay arrive bientôt sur le doom.fr. On va vous dire ça chaque semaine, hein, mais normalement c'est la semaine prochaine. Hein. Donc, Siegfried, une petite reco. C'est ça. Donc, c'est la 3e fois que je finis la série Watchmen. Qui est donc une série qui se déroule 20 ans après les comics. Et j'insiste bien sur le fait que c'est après les comics, c'est pas après le film de Zack Snyder. En fait, il y a une seule différence entre les deux. Si vous êtes au courant de cette différence et que vous avez vu le film de Snyder, vous pouvez regarder la série. Et tout à l'heure, justement, tu évoquais, Vincent, le fait que tu n'aimais pas souvent pas les licences et la logique de licence qui pousse souvent à l'opportunisme. Et surtout, aujourd'hui, on est vraiment dans une espèce de mode du legacy sequel. On essaie juste de s'emparer de vieilles licences pour donner des suites complètement artificielles, opportunistes et purement mercantiles. Là, ça pourrait être la même chose parce qu'en plus, Alan Moore a décidé de ne plus avaliser la moindre suite à Watchmen. Il est carrément pas crédité, par exemple. Et pourtant, c'est une vraie œuvre d'amour. J'ai rarement vu une suite aussi respectueuse, en fait, de l'original. Respectueuse, alors même qu'elle raconte une histoire totalement différente. C'est peut-être en ça, justement, qu'elle est respectueuse. Elle essaye pas juste de faire des easter eggs partout. C'est vraiment l'histoire propre d'un vrai auteur. Et c'est fait par Damon Lindelof, donc qui a fait notamment Leftovers juste avant et Lost. Et qui, là, livre vraiment sa propre vision de Watchmen, racontant son histoire avec pile ce qu'il faut de référence à l'ancienne œuvre, mais surtout une œuvre qui pourrait aujourd'hui paraître complètement woke, autorisante, extrêmement moderne. C'est une série de 2019. Et il y a un mystère qui est vraiment tendu pendant toute la saison. On se demande vraiment où ça va, comment ça pourrait être clos aussi vite. Quand un nouveau personnage arrive, c'est toujours extrêmement excitant. Quand ça veut émouvoir, ça peut me mettre aussi les larmes aux yeux. Tout est vraiment efficace, bien écrit, c'est extrêmement bien réalisé. La musique est quand même de Atticus Ross et Trent Reznor, donc Nine Inch Nails, excusez du peu. Donc il y a vraiment une ambition d'en faire une espèce de série totale hyper cinématographique, à laquelle on est sensible. Et c'est le bon vieux temps où Damon Lindelof avait dit je vais faire 9 épisodes en une seule saison, point final, il n'y aura pas de suite. Je boucle mon histoire et dès la première minute du premier épisode, je sais où on va à la fin du 9 épisode. Et donc malgré tous les baroquismes à la Watchmen, les côtés un peu comics, c'est aussi très ancré dans des questionnements de lutte raciale par exemple, de ségrégation et de questionnements autour du masque, etc. Donc c'est à la fois très actuel, très divertissant, extrêmement intelligent dans la construction, c'est vraiment hyper recommandable. On retrouve les personnages centraux du film, parce que moi j'ai ni lu le comics, j'ai vu que le film. On retrouve quelques personnages, et c'est aussi en ça que c'est intelligent, c'est que chaque personnage est surprenant dans sa manière de réapparaître, à la fois respectueux et en même temps on respecte aussi le côté un peu kitsch que peut avoir Ozymandias par exemple, et les interventions ne sont jamais automatiques, il y a des personnages qui n'apparaissent pas, d'autres qui apparaissent. Bref, il n'y a rien d'automatique dans cette série et tout est vraiment conçu par quelqu'un qui respecte profondément, bien qu'il s'inscrive dans cette démarche un peu mercantile d'offrir un nouveau Watchmen adaptation pour HBO, qui est jamais dans cette démarche-là quand il crée vraiment sincèrement son œuvre à lui, c'est vraiment les Damon Lindelof, ce Watchmen, mais qui respecte l'œuvre d'Alan Moore et Dave Gibbons. Tu l'as vu il y a un petit moment, mais c'est encore sur les plateformes, c'est sur Max. Oui, c'est une série HBO, donc elle est toujours sur Max. Surtout pas de trailer, Flo.
C'est bon. Pour information, on s'est fait démoténiser. C'est un nouveau mot. On s'est fait démoténiser. Non, Allez, Allez, ça, on passe à la suite. Fabien, est-ce que tu as une reco? Ouais, donc du coup, moi j'ai une reco, pas quelque chose de récent, parce que ça fait 3 semaines que mon petit garçon a décidé de s'endormir tous les soirs à 23h. Donc ma vie culturelle T'as actuelle. peut-être des livres pour enfants, du coup. J'ai des livres pour enfants à recommander, mais j'ai décidé de partir plutôt sur une de mes passions, qui est le manga. Et de vous présenter un manga qui est pas Un véritable otaku, ce fait. toujours les mêmes. Et donc de vous présenter Kingdom, qui est sorti, enfin qui a commencé à être diffusé en France en 2018. Au Japon, c'est encore largement avant. J'ai plus la tête. Ça nous raconte l'histoire de Shin et Eisei, pardon. J'ai noté les noms parce qu'en bref, Shin, qui est un orphelin qui se retrouve enrôlé dans l'armée et qui rêve de devenir le plus grand des générales, enfin le plus grand général de l'histoire de la Chine, et Eisei, qui est un jeune roi et qui rêve d'unifier la Chine. Okay. Du coup, tout est basé sur un vrai fondement historique de l'histoire de l'unification de la Chine, avec forcément de la romance. Moi, je le trouve vraiment génial. Tout d'abord parce qu'il y a les dessins sont magnifiques et très matures. Ce qui pourrait même peut-être presque faire penser à un manga pour personnes plutôt adultes, mais en fait il a un côté très shonen avec le personnage de Shin justement qui part de tout en bas, échoue, recommence, réussit, voilà, qu'on retrouve pour le coup le schéma shonen classique, mais sans tomber dans les clichés du shonen, parce que tout ça est enveloppé dans l'histoire de la Chine. Donc on a énormément de batailles, et moi j'ai tendance à pas du tout aimer les mangas ou même les BD où c'est que de la baston, ça se fight dans tous les sens. Là, c'est un parfait mélange des deux, où il y a des batailles épiques, mais aussi beaucoup de temps posé à expliquer la stratégie, comment ils se positionnent, beaucoup de temps aussi sur la géopolitique, la manière dont les différents pays vont réagir aux attaques justement de Queen, qui est la province dans laquelle sont Shin et Eisei, et aussi même beaucoup de discussions sur la politique interne, la construction, parce que il y a un moment, il y a une guerre civile, etc. Et du coup, ça fait un mélange de plein de choses qui fait que je trouve que c'est un manga qui est vraiment génial et vraiment addictif. D'ailleurs, je l'ai offert à un ami de Vincent il y a un an, et il est tombé complètement dedans. Confirme. Donc voilà, je peux que vous le Il y a recommander. combien de tomes jusqu'à présent? J'ai pas le. Beaucoup. 198. Ouais, ça, c'est une grosse saga qui dure depuis un moment et qui n'est pas encore finie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, pour le coup, je lis vraiment beaucoup de mangas depuis longtemps. Il y en a pas mal que quand ça s'éternise, je finis par lâcher. ouais. Et lui, je suis tout le temps au taquet. Et dès qu'il y a un chapitre qui sort, je me jette dessus. Ok, trop bien. Ça s'appelle Kingdom. Kingdom. C'est édité chez on sais pas trop qui. On sais pas trop qui. Mais voilà. Trouvable chez toutes les bonnes librairies. Et on enchaîne Forcément, avec ils ont Vincent. un rayon manga. Ouais. Vincent, tes recommandations? Une fois n'est plus coutume. Une nouvelle fois n'est toujours coutume. Je suis pas très fort en dicton. Je vais vous parler de BD. Toujours les mains dans les bulles. Toujours les en train mains dans de les buller BD. celui-là. Bravo, merci. Très bien. Ça s'appelle Le Village chez Delcourt. C'est un scénario de Franck Tillier et Nico Taquian. Franck Tillier, vous devez connaître, même si vous n'en avez pas lu, vous en avez forcément vu. C'est un des auteurs de polar noirs français les plus connus et les plus vendeurs. Et Nico Taquian, c'est un peu pareil, sauf que lui, il touche aussi à d'autres univers. Il fait de la SF, de la dark fantasy. Ça part un peu plus dans tous les sens en termes de ligne directrice. Ensemble, ils avaient déjà fait une série qui passait sur France 2 qui s'appelait Alex Hugo, qui est pas terrible parce que c'est avec Samuel Le Bihan. Je sais pas, de loin, pas du tout mon acteur préféré. Il a fait aussi et 2 que épisodes. surtout, je ne regarde pas la télé. Donc, Il a scénarisé, je crois, 2 épisodes de Joséphine Ange Gardien. C'est possible. Franck Tillier. Oui, je crois. Non, c'est vrai. C'est possible. Du coup, c'est bizarre. Mais... ok. Et Le Village, c'est illustré par Camille Kojanski, que je ne connaissais absolument pas avant de lire cette BD, mais j'aime beaucoup son trait. Ça m'a mis une grosse claque, je trouve ça trop cool. Parce que ça démarre comme un thriller noir, un peu à la Seven. En gros, ça se passe dans le sud de la France. Il y a un mec qui trouve 30 cadavres dans un lac. On ne sait pas d'où ils viennent, ces cadavres. Surprise, au bout de quelques pages, vous apprenez que c'est des disparus qui ont disparu d'un hôpital psychiatrique il y a 40 ans. Et on les a tous retrouvés, leur corps en parfait état, pas décomposé, juste avec le cerveau fondu.
Voilà, juste après. Et on trouve juste un cadavre qui ressemble pas trop aux autres, qui visiblement vient pas de cet hôpital-là, et il a un tatouage bizarre, une espèce d'équation mathématique chelou sur le corps. Et on sait pas d'où ça vient. Page suivante, hop, on tombe sur, j'ai oublié son nom, je sais plus, le héros de la BD, qui s'appelle Logan, je crois. Rien à voir. Il arrive Logan bientôt, qui est vendeur de BD dans un magasin et quelqu'un veut le tuer et on voit que lui aussi il a un tatouage qui ressemble un peu à l'autre sur le torse. Et là s'ensuit plein d'événements, mais je vais pas vous spoiler toute la BD. Ça commence par un thriller, donc par du Franck Tillier, et ça finit clairement par du Nico Taquian, parce qu'on part dans d'autres univers, etc. Ça soulève plein de questions, ça vous fait poser des questions sur la société, sur le monde. J'ai trouvé ça assez chouette, même très très chouette. J'ai trouvé le scénario très 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 bien, le trait très très dark et très très sombre. Pour ceux qui voient l'image, Flo, vous avez peut-être passé des visuels. Mais voilà, je recommande chaudement pour l'équipe. Si vous l'avez pas lu, si ça vous intéresse, vous me demandez, je l'ai à la maison. Donc c'est en et un seul voilà. tome. C'est en un seul tome, ouais, c'est un one-shot. Genre, je sais pas si on dit one-shot ou roman graphique, parce que bon, pour le coup. On ne dit pas roman graphique. Voilà, c'est pour ça. Donc, moi, je dis des one-shots. Moi, je dis one-shot. Donc, c'est un one-shot. Et il n'y aura pas de suite. L'histoire se finit à la fin du tome. C'est En beaucoup de pages, du coup, 270 pages. Je crois, un truc comme ça. Il y a de la lecture, mais bon, vous le pliez en une Et soirée. je veux mais bien c'est que tu me très, le très prêtes, effectivement. Pas de problème. Noah dormira, je veux bien aussi. Ouais, le fais pas dire à Noah. Pas sa cam, à mon avis. Donc si vous voulez que Vincent vous prête son tome, n'hésitez pas à commenter, il vous le fera tourner. M'envoyer un petit bon modèle de rêve, je vais pas revenir. Non, mais allez à la bibliothèque. Et il y en a qui me disent oui, mais moi j'ai pas les moyens, j'ai pas la place d'avoir des BD. Allez à la bibliothèque. Allez à la bibliothèque et empruntez des BD. Moi j'ai un côté collectionneur encore plus sur la BD que sur le jeu de société. Du coup j'aime bien les beaux objets et c'est un très beau livre, Le Village, comme plein d'autres. Voilà, mais n'hésitez pas à aller dans vos bibliothèques et à louer des livres et à emprunter des livres. Voilà, faut lire des BD. On en profite pour encourager tous nos amis et principalement notre colocataire de la maison d'édition Aquileos qui se rend au off de Angoulême cette semaine pour aller soutenir toute la profession. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller à Angoulême et d'aller au off, il faut y aller parce que je pense que c'est important de les soutenir et de soutenir tous les éditeurs et les éditeurs indépendants en allant leur rendre visite à ce grand off de Angoulême. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, je vous invite à regarder sur internet pour comprendre tout ce qui s'est passé dans l'organisation du festival d'Angoulême et toute l'actu qu'il y a eu autour. Mais à mon avis, vous n'êtes pas passé à côté si vous vous intéressez un tout petit peu à la bande dessinée. Ça commence demain, on est d'accord. Ça commence. Mais Emmanuel il est parti aujourd'hui. C'était ouais, de jeudi ça commence au samedi. c'est de jeudi à samedi, ouais, je crois. Ça en est fini pour Décousu pour cette semaine. Merci à tous. Merci. Merci. On se retrouve dès la semaine prochaine, comme d'habitude, avec un nouveau tour de table et de nouvelles surprises. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine et à vous abonner au podcast et ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à continuer à commenter, soit sur Spotify, soit sur YouTube, à nous donner vos petits avis ou sur toutes les autres plateformes. C'était Décousu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon c'est fini pour cette semaine, je pense. Hein. Ah, c'était cool, hein, un très bon bilan. On est bien sorti. Ça passe vite, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On joue? Oh non, flemme. On va au beau jeu. Allez. Au revoir. Allez, salut les loulous, bonne soirée. Au revoir. C'est C'est bon, c'est fini là. Ouais. Décousu.